Bonne soirée en perspective, puisque on reçoit Sam Kokai de la chaîne Vidéodrome. Alors, je sais pas si vous connaissez la chaîne Vidéodrome, qui est une chaîne, donc YouTube, bien évidemment. Cherchez Vidéodrome sur YouTube, j'ai pas copié le lien là. Où vous avez des vidéos très denses, assez longues, qui parle de culture, alors très orientée, on va en parler avec elle, mais très orientée cinéma de genre et surtout même cinéma d'horreur, sur des aspects artistiques, mais aussi sur des aspects sociologiques et de représentation. Donc vous imaginez qu'on a des lignes éditoriales non pas similaires, mais quand même assez compatibles. Donc voilà. Et oui, un peu comme Sankukai, oui. C'est ça. Du coup, je vous conseille déjà la chaîne d'aller voir. Notamment, notamment, j'avais mis une vidéo sur le monstre, mais qui datait un petit peu. Je l'avais mis à la fin de la vidéo Witcher, parce qu'à la base, je voulais l'utiliser pour parler, pour la petite anecdote, justement la définition sociale, en fait, du monstre. Et ça me paraissait intéressant avec Witcher, et au final, dans ce que j'avais à dire dans la vidéo, ça collait pas exactement. Donc voilà. Les films d'horreur, ça fait peur, effectivement. C'est quoi les deux bouquins de la fabrique sur l'étagère derrière? Alors c'est Imperium de Frédéric Lordon et La Société Ingouvernable de Grégoire Chamaillou. Voilà, parce que en fait, on m'a prêté Imperium, je l'ai même pas à moi, parce qu'on va en parler dans la prochaine vidéo là, qui est quasiment écrite, qui m'a demandé un temps fou. Parce qu'il y a du Frédéric Lordon, il y a du David Graeber, il y a tout ce que vous voulez. Donc on va appeler en direct Sam, c'est pas piqué des hannetons, effectivement. Et je vous conseille notamment, alors, très grosse vidéo de 50 minutes, je crois qu'elle fait, sur les mères dans le cinéma d'horreur. Et c'est vraiment passionnant, et vous allez voir que la démarche, on va parler un petit peu de sa méthodologie, parce que c'est assez intéressant, et je pense, a priori, que c'est lié à des questions de sociologie. C'est une démarche assez intéressante, ce qu'elle fait sur sa chaîne. Donc on va appeler Sam, je vais lui demander si c'est bon. Alors elle sera uniquement en vocal. Elle sera uniquement en vocal pour des histoires de sombres histoires de caméra. Donc voilà, mais elle sera bel et bien là en direct avec nous. De toute façon, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui écoutent la discussion plutôt qu'ils ne la regardent. Donc si vous voulez, je ferai des têtes rigolotes pour ceux qui regardent, mais c'est tout. Très bien, appelons. Et vous me direz pour le son, hein, bien évidemment, de Sam. Est-ce que tu Oui. m'entends? Allô, allô? Oui, tu m'entends? Oui. Très Oui, bien. j'entends bien. Ok, parfait. Les gens sur le chat, n'hésitez pas à dire si le son est trop fort, pas assez fort, si le mien est trop fort, si celui de Sam est trop fort, pas assez fort, etc. Enfin, vous connaissez le principe. Comment vas-tu? Bah, ça va bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, J'espère que le bonsoir. son est bon. A priori, très bien, le son est bon, super. All Camera Art Bastards, effectivement. Très bien. Oui, oui, bon, ok, ça a l'air bon. Merci en tout cas de nous accorder 2 heures de ton temps. Et Euh, toi? Comment ça, j'ai laissé l'alerte Twitch de Banner Saga? Mais non, en bas, je vois sociologie du cinéma. Qu'est-ce que vous me racontez sur le chat? Attendez, je vais régler ça. Oui, mais, en tout cas, merci de nous avoir rejoints. J'ai présenté un petit peu ta chaîne, mais est-ce que tu veux te présenter peut-être un petit peu, toi, de manière plus personnelle? Bah, tu l'as bien présenté. En fait, oui, j'essaye sur ma chaîne de parler de sciences sociales et cinéma, de mélanger un peu les deux. Donc finalement, ma démarche, donc oui, effectivement, elle est assez similaire à la tienne, j'imagine. C'est-à-dire que j'essaye de faire un corpus de films qui est en fait un peu une excuse pour parler de sujets un peu plus politiques ou voilà, de sciences humaines et sociales. Euh, mais voilà, sans aborder peut-être directement les Ah, attends, sciences tu as humaines et coupé un petit sociales, qui est peu. quand même un... Est-ce que c'est que tu as... Ah, Est-ce que c'est... Tu m'avais dit t'avais eu un problème de Discord. Vas-y, dis-nous. euh, oui, je On disais te reçoit simplement plus. que, je me Ah rappelle si, attends, plus, c'est... Ok, pardon, c'est moi. C'est moi. pas de Ok. souci. Il y a quelques coupures, effectivement, mais là, ça devrait être bon. Pardon, vas-y, D'accord. reprends. Bah, je sais plus où j'en étais, mais Désolé. en gros que effectivement, en fait, j'essayais de mélanger les sciences sociales et le cinéma. Et en fait, le cinéma, c'est un peu un prétexte pour parler des humaines et sociales, voilà, de politique et toutes ces choses-là, qui sont des choses finalement, voilà, qui sont quand même très complexes quand on n'est pas spécialiste du sujet. Et passer par le cinéma, ça permet, voilà, de aussi accessible d'autres choses, d'autres théories. Donc voilà. Ok. Et
Et du coup, alors après, on n'en a pas parlé avant, mais je sais pas ce qu'est ton background, on va dire, mais pourquoi cette approche sociologique? Alors effectivement, j'ai étudié une année seulement en sociologie à Lyon 2, il y a longtemps maintenant. Et en fait, bah, après, malheureusement, j'ai dû arrêter, etc. Mais ça m'a énormément plu. Et en fait, après, j'ai pas arrêté. J'ai toujours continué à lire de la sociologie et à m'y intéresser beaucoup. Et ce qui m'intéressait particulièrement, voilà, c'est donc il y avait voilà les grandes questions, effectivement, par exemple, voilà, du féminisme, des classes sociales, etc. Mais aussi la sociologie de la culture et bon, bah, tout ce qu'a pu évidemment Bourdieu, mais aussi voilà peut-être des auteurs un peu plus axés culture. Alors cinéma, il y a très peu de choses, mais il y a quand même quelque chose qui existe. Et il y a beaucoup, en fait, ce cinéma, ça fait beaucoup de choses. Ça mélange, enfin, il y a plein de choses en fait qui s'appellent sociologie du cinéma. Donc c'est-à-dire ça peut être l'étude des publics du cinéma, donc les publics culturels, un groupe social, leur goût, etc. Après, bah, il va y avoir par exemple l'étude bah, de l'industrie du cinéma, en fait, la Alors attends, tu as toujours des ouais. coupures, plus que tout à l'heure quand Ah, on a fait le test, évidemment, mais ça c'est l'effet Bonaldi. C'est normal. Pour les vieux, hein, vous savez ce que c'est l'effet Bonaldi. Euh, est-ce que c'est que tu es. Est-ce qu'on va tenter la méthode, est-ce que tu es près de ton micro? oui, oui, oui. Ok, donc c'est pas ça. Est-ce que tu peux parler plus fort, peut-être? Est-ce que c'est ça? Ouais, je vais essayer. Ok, d'accord, attends. Et du coup, si je baisse un tout petit peu ton son, est-ce que si tu peux parler plus fort, peut-être parce que c'est éventuellement, possiblement, on a déjà eu le problème sur comme je te disais tout à l'heure, de la détection de voix en fait. Voilà. Ok, D'accord. les trentenaires du chat ont la référence à l'effet Ouais, Bonaldi, très bien. je m'excuse, je suis par téléphone. Oui, oui, mais t'inquiète, y a pas de souci. Bon, je vais essayer du coup de parler plus fort. Là, c'est bien, on t'entend bien, je trouve. J'espère que c'est pas chiant Ouais? pour toi. Je sais pas. Non, J'espère que... non, pas de souci. Ok, très bien. Très bien. Donc, oui, ok. Donc, tu voulais. Toi, ton point de départ, c'est l'approche sociologique du cinéma. Et non l'inverse. Bah, en fait, enfin, sur ma chaîne, finalement, ça va être plus, si on veut vraiment être précis, ça va être finalement plutôt se servir des sciences sociales pour parler de l'idéologie des films. C'est vrai que la sociologie pure, alors j'en ai fait un tout petit peu, par exemple sur les affiches de films d'horreur, donc où vraiment je vais voir combien de pourcentage d'hommes sont représentés, de femmes, quel est leur âge, euh, comment ils sont mis en avant, etc. Mais c'est vrai que enfin, la sociologie pure, ce serait vraiment ça, c'est-à-dire classer les personnages en fonction de voilà, leur statut social, leur situation professionnelle, toutes ces choses-là. Et c'est vrai que ça, je m'en sers, mais finalement, c'est plus à la fin de mes vidéos, c'est plutôt parler de l'idéologie qui est transmise dans les films. Ou voilà des différents. Bon, c'est vrai que je m'appuie beaucoup sur des personnages, donc c'est vrai que comme tu l'avais dit, il me semble dans la présentation, j'ai fait une vidéo sur les mères dans les films d'horreur. Et du coup, bah là, voilà, je m'appuie sur des personnages en fait en analysant leur physique, leur tenue vestimentaire, voilà, leur milieu social, leur travail, est-ce qu'elles ont des problèmes avec de l'argent, leur rapport avec la justice. Enfin, ça, voilà, ça c'est quelque chose de beaucoup plus sociologique. Mais, euh, mais oui, c'est vrai que voilà, la frontière entre la sociologie et l'idéologie du film, parfois ça se mélange un peu et c'est assez flou. Oui, et là, tu parles justement de. Tu prends. En fait, tu fais un corpus de films et tu avais expliqué sur Twitter un petit peu comment tu avais procédé sur la vidéo sur les mers, qui est comme un gros gros morceau. Et est-ce que tu peux en reparler très très vite fait? Parce qu'il y a. Justement, moi, c'est un truc que je fais pas autant. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une méthodologie très très très. Pas universitaire, ou alors dans le bon sens du terme, on va dire, mais où il y avait quand même une méthodologie qui se rapportait justement aux études sociologiques, où tu faisais vraiment un corpus de films et t'essayais de voir j'imagine, des tendances, des répétitions, des choses comme ça. Oui, oui, oui. Alors, je me rappelle plus exactement ce que j'avais pu raconter, mais effectivement, en fait, voilà, j'essaye la plupart du temps, en fait, j'étudie des personnages qui viennent d'un même genre de film ou alors qui parlent d'un même sujet. Donc, par exemple, la prostitution, comment est représentée la prostitution dans le western, dans les comédies romantiques, des choses comme ça. Et du coup, c'est vrai que voilà, je réunis des personnages
avec le contexte du film évidemment, et j'essaye de dégager effectivement en classant en fait, alors oui ça fait un peu statistique ennuyeuse, mais c'est un peu ça, c'est un peu voilà, essayer de les mettre dans des catégories finalement, et de voir voilà, combien par exemple voilà, sur la prostitution dans le western, combien de femmes mexicaines étaient représentées par rapport aux femmes états-uniennes, ce genre de choses-là pour essayer d'après dégager effectivement une théorie ou voilà, une idée, voilà, quelles sont l'idéologie que va transmettre le film au final, et pourquoi on retrouve toujours les mêmes schémas ou les mêmes personnages. Et puis après, voilà, il faut s'intéresser aussi à qui font les films, à qui ils s'adressent. Donc ça aussi, c'est très sociologique finalement, sociologie des publics. Et pour qui sont faits les films finalement? Et est-ce que les films voilà, vont servir une classe dominante? Par exemple, on remarque que le cinéma il va pas trop parler des sujets comme comment on appelle ça, par exemple la finance, ou par exemple, il y a beaucoup de personnages de la bourgeoisie qui sont montrés au cinéma. Il y a énormément, énormément de personnages de la bourgeoisie qui sont montrés, beaucoup plus que ce qu'on trouve dans la vie réelle. Et c'est vrai que ces personnages-là, ils sont mis en avant, donc vraiment comme si le luxe était quelque chose de très intéressant. On ne sait pas du tout d'où vient leur argent, c'est jamais vraiment expliqué. Et c'est vrai que du coup de mettre en avant voilà, leur vie passionnante, mais en cachant en même temps, parce que voilà, le cinéma, ce qu'il ne montre pas, c'est aussi intéressant que ce qu'il montre. Et voilà, en cachant voilà, comment ils ont eu cet argent, comment ils en sont arrivés là, pourquoi ils font rien de leur journée. Et finalement, il y a beaucoup de choses comme ça dont on se rend compte quand on analyse, voilà, par exemple, ne serait-ce que la classe sociale ou le sexe des personnages. Il y a beaucoup de choses qui ressortent. Et pourquoi, voilà, pourquoi le cinéma s'intéresse autant aux bourgeois, c'est quand même une vraie question. Alors ça, je veux bien qu'on y revienne après, je le note dans un coin de ma tête, je fais un marque-page comme on dit là, parce que ça c'est une question qui m'intéresse vachement. Mais un autre truc, en fait moi il y a un truc que j'ai compris un petit peu, alors en regardant un petit peu ce que tu faisais, et puis d'autres gens aussi, mais en fait les questions de représentation, c'est quand même quelque chose qui est très présent dans le débat culturel, mais souvent, et notamment les vidéastes, on va avoir tendance à prendre un peu genre un film et un peu jouer au jeu du clivage, c'est-à-dire genre dire ah, regardez en quoi ce film est de droite ou en quoi ce film est Oui. sexiste ou quoi. Et toi, justement tu dis que c'est de la statistique chiante. Moi je trouve ça pas chiant parce qu'en fait tu as une méthode qui est presque encore à un cran à une échelle qui est différente, qui est d'essayer de repérer des tendances statistiques en fait dans le cinéma, c'est-à-dire pas juste dire ce film, lui individuellement, est sexiste, mais tel type de personnage est souvent, très très souvent, représenté de telle manière. Oui, oui, oui. Après, je pense que je vais pas non plus jouer de la neutralité. Je pense qu'on est tous, voilà, on a tous envie aussi de raconter un certain discours, et donc peut-être de plus aller appuyer sur, sur ce qui Oui, oui, conforte oui, notre oui. discours. Mais c'est vrai On est que, grillé, hein, ça. évidemment, ça, c'est sûr que c'est compliqué. Mais c'est clair que, oui, oui, les sciences sociales et les sciences humaines, c'est vrai que ça permet quand même de voir qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent, et finalement, après, je sais pas si le cinéma, on entend souvent que le cinéma, ça influence énormément les gens. Alors souvent, c'est voilà, ça, c'est souvent les élites qui ont peur pour le peuple, qui soient trop mal influencés par le cinéma, etc. Donc ça, c'est pas non plus prouvé qu'on est vraiment influencé par le cinéma. Mais par contre, c'est clair que le cinéma va montrer certains aspects de la société, certaines images voilà, de personnages récurrents, etc., qui finalement sont toujours reproduits depuis longtemps. Alors il y a des choses qui changent. Justement, comme je parlais du western, le western maintenant, voilà, c'est sûr qu'on le regarde plus avec le même œil, mais le western, ça nous a construit quand même beaucoup les Européens dans notre image des États-Unis, de la colonisation, de l'ethnocentrisme. C'est un truc qui nous a marqué, ça c'est clair, je pense. Ouais, ouais, et du coup, comment dire, en fait, tu penses qu'il y a, on peut appliquer ces outils-là à l'analyse culturelle, en fait, à l'analyse, parce que en fait, c'est un mix d'analyse artistique, culturelle, sociologique, etc. Tu penses que ces outils-là sont pertinents, pour faire ça? Bah, à mon avis, oui. Dans mon cas, par rapport à l'analyse de films, je pense enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui m'intéresse. Et je pense qu'on peut en dégager des choses, voilà, qui vont peut-être effectivement, comme tu disais, c'est voilà, peut-être mieux que de dire, voilà, je pense telle chose, sans s'appuyer sur aucun argument ou des choses comme ça. Et il y a très très peu de choses qui ont été faites, en fait, de la sociologie du cinéma, comme
comme on le fait toi et moi par exemple sur nos chaînes entre guillemets, donc de dégager des grands aspects de films pour après sortir une théorie. Mais il y a quand même des choses qui ont été faites un petit peu et qui, voilà, qui analysaient, par exemple dans les années 60, ils avaient fait une analyse des films de la Nouvelle Vague. Ils mettaient en fait les films de la Nouvelle Vague en comparaison avec les autres films qui sortaient en France, donc les films policiers, enfin plutôt les films de genre du coup. Et en fait, ils faisaient des comparaisons ultra statistiques, là pour le coup vraiment de la sociologie. On peut le trouver en ligne d'ailleurs, ce document, il est vachement intéressant. Et pour le coup, il dégageait beaucoup, beaucoup de choses. Et par exemple, voilà, par exemple, il y avait plus de femmes. Est-ce que c'est pour ça que c'est féministe? Alors non, la nouvelle vague, c'était pas du tout féministe. Mais par contre, en fait, comme ça représente pas une épopée de l'aventure, la guerre, etc. Bah forcément, ça parle plus du milieu privé, tout ça. Donc bah forcément, il va y avoir plus de femmes. Enfin, finalement, voilà, avec des statistiques bêtes et méchantes, enfin voilà, avec de la sociologie pure, il y a eu quelques études, très peu, hein. Mais quelques études qui ont pu démontrer voilà, des courants de cinéma et qu'est-ce que ça voulait dire de son époque surtout. Et donc voilà, après c'est vrai que le cinéma, c'est pas l'époque telle quelle, mais en tout cas c'est le regard qu'on avait sur une époque. En tout cas que les gens du cinéma, j'imagine, avaient sur une époque. Enfin, je sais pas si tu Si, si si, tu ouais, ouais, penses si, si, pareil. si, si, je pense pareil, ouais. Oui, oui, carrément. Et après, en plus, il y a toujours le. Ben bon, après, ça, on rentre dans du. On affine le truc, mais effectivement. Parce qu'on dit souvent c'est l'époque, etc. Mais en réalité, à chaque époque, t'as des rapports de force, t'as des individualités aussi de. T'as des cinéastes, même pour rester dans le cinéma, qui sont différents. Et c'est difficile de parler tout le temps que d'époque. Mais par contre, situer toujours qui fait les films, on va y revenir, et pour qui, et ce qu'il y a dedans, c'est oui, effectivement, c'est un des. Moi, je suis persuadé que c'est un des meilleurs marqueurs pour comprendre une époque, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. Bah totalement. Et puis par rapport juste parce que je viens de me rappeler aussi que quand on parle de la sociologie du cinéma, on peut aussi penser finalement aux sociologues qui font des films, comme les Pinceaux Charlot, ou il y a eu un film qui s'appelait Nissan, une histoire de management, qui interrogeait tous les grands dirigeants de l'entreprise Nissan à un moment donné, juste avant que Carlos Ghosn rachète, un truc comme ça, enfin qui avait fait un petit peu de bruit. Enfin, voilà, il y a des sociologues en fait qui se sont mis aussi à faire des films. Et en fait, c'est vachement intéressant parce que ça permet d'analyser le langage corporel finalement de la personne qui s'interroge, son intonation, enfin comment il est habillé, toutes ces choses-là. Et dans le sens contraire, il y a aussi des cinéastes finalement qui ont fait de la sociologie, si on peut appeler ça comme ça, enfin des enquêtes dans la rue, les documentaires. Il y a Pasolini qui avait fait Enquête sur la sexualité où il va en fait dans toutes les rues de l'Italie, dans toutes les rues, dans tous les coins, dans toutes les régions d'Italie, où il va en fait interroger des gens sur l'amour, l'avortement, l'homosexualité. Et finalement, c'est vraiment comme un travail de sociologue, quoi, ce qu'il fait, alors que c'est un cinéaste. Et en France, ils avaient fait Le Joli Mai, Chris Marker et un autre, je me rappelle plus du tout. Ils avaient fait Le Joli Mai, où en fait, juste après les accords d'Évian, donc juste après, donc à la fin de la guerre, ils allaient en fait dans les rues de Paris pendant un mois, ils interrogeaient des gens, voilà, pour savoir s'ils étaient heureux dans la vie, enfin sur la politique, le racisme, enfin plein de choses comme ça. Et finalement, c'est marrant de voir que voilà, il y a des sociologues qui font des films et il y a des cinéastes qui font de la sociologie. Oui, carrément. Et d'ailleurs, enfin, il y a un exemple pour ça dont on a déjà discuté en live et dont j'avais parlé en vidéo aussi. Et ça boucle avec un peu l'idée qui fait les films. C'est que, tu vois, Bong Joon-ho, c'est un type qui vient de sociologie, en fait. C'est un type qui a fait des études de sociologie. Ah, je savais pas. Si, ouais, ouais. Alors, je sais pas si combien de temps il a fait, etc. Mais Bong Joon-ho, il a fait des études de sociologie. Et je trouve que ça se sent, en fait. Et notamment Parasite, pour moi, le meilleur exemple de ça, parce que j'avais Ouais. presque l'impression. Enfin, je sais pas si tu l'as vu, Oui, Parasite. oui. Mais t'as. Comment dire, bon, lui il a une démarche lutte de classe dans tous ses films, enfin bon, c'est un peu un gauchiste quoi, ça c'est pas un scoop, Ouais, ouais, ouais. mais il n'y a pas que l'idéologie, c'est-à-dire qu'il y a je trouve par exemple que Parasite, il y a un côté Pinson Charlot le film quand même, tu vois, enfin il y a ça, et ça m'a pas du tout surpris par exemple de me dire ok ce mec là a fait de la sociologie et il est pas juste en train de dire les bourgeois salauds, et tu vois il y a une Bah non, démarche qui est un non, peu et je crois que autre. tu disais,
Je crois que tu disais dans ta vidéo d'ailleurs que les bourgeois dans le film, ils sont pas du tout représentés comme des personnes affreuses. Et les pinceaux Charlot, pareil, hein, ils disent tout le temps, c'est des gens charmants. C'est pas, voilà, c'est pas du tout. Ce serait trompeur, ce serait bête en fait de dire qu'ils sont tous abominables. Au contraire, c'est même encore plus vicieux. C'est que finalement, ils ont tellement d'éducation, de capital culturel, etc., que c'est des gens très avenants, exactement comme dans Parasite. Ils sont entre guillemets, ils sont adorables au premier abord. La mère surtout, il me semble. Mais c'est vrai que finalement, et derrière ça, ça les rend encore plus cruels de voir voilà, les rapports de force, les enjeux de domination, tout ce qu'ils vont dire dans le dos des personnages. Bon, je me rappelle plus très très bien de Parasite. Mais, Ah, euh, si, ouais, il y a mais ouais, ça complètement c'est ça, ouais. intéressant, ouais. Et oui, mais du coup, pour rester là-dessus, est-ce que tu... parce qu'en plus, j'ai participé à un débat il y a pas longtemps sur le... Alors, pour le coup, la sociologie du cinéma au sens les gens qui font le cinéma. Et est-ce que tu sais s'il y a il y a des travaux là-dessus bon, il y a des évidences dans le sens où c'est quand même... c'est un métier à part, donc fatalement, c'est aussi une sociologie à part. Est-ce qu'il y a des études sur la sociologie des gens qui font le cinéma? Sur le milieu, sur l'industrie du cinéma, Ouais, par exemple, ouais. Des études sur un peu l'industrie, statistiques. il y en a un, alors je ne sais pas si statistique, mais en tout cas, il y en a un qui revient souvent, je crois, je veux pas dire de bêtises, mais qui s'appelle Yann Daré, et qui lui, en fait, avait étudié justement la fameuse grande famille du cinéma, la division du travail, comment sont recrutés, en fait, tous ces membres de la famille, comment fonctionne un petit peu le piston, toutes ces choses-là. Et alors, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est Yann Daré qui avait fait cette étude-là, mais il y en a, enfin, je veux pas dire de n'importe quoi, mais il me semble pas qu'il y en ait énormément, mais en tout cas, il me semble que lui, voilà, il expliquait en fait un peu, voilà, la fabrique des dominants, finalement, dans le monde ouais, dans les sphères du cinéma, c'est toute cette reproduction de groupes, finalement, l'entre-soi qu'on retrouve dans la plupart des groupes un peu. Alors voilà, après, on parle des grands cinéastes, pas des cinéastes militants ou indépendants, ou voilà, plutôt, voilà, des stars. En France, c'est assez flagrant d'ailleurs. Il me semble qu'il y a quelqu'un qui en a parlé il n'y a pas longtemps sur Twitter, où il y a eu une blague comme ça qui avait été faite, je me rappelle plus très bien, mais qui disait en gros, bah oui, mais effectivement, tous les enfants des stars du cinéma français sont tout aussi beaux et tout aussi bien habillés que leurs parents. Et alors, les magazines s'étonnaient de ça en disant, oh là là, voilà, la fille de Johnny Depp et de Vanessa Paradis, elle est vraiment trop belle et trop talentueuse, c'est vraiment du talent, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose quand même, c'est super impressionnant dans le monde du cinéma, parce qu'on a l'impression qu'on remet ça en question dans les autres sphères, mais le cinéma, bah, comme c'est de l'art, comme c'est quelque chose en plus qui souvent se croit de gauche, le cinéma, ça se croit beaucoup de gauche finalement, on remet pas trop en question, j'ai l'impression, en France, bah, le fait que ce soit toujours des fils d'eux quand même. C'est intéressant que tu dises le cinéma se croit de gauche. Et ça, c'est une vraie question, je trouve intéressante. Mais sur justement la reproduction, y compris d'aspects de présentabilité, c'est des gens très beaux, etc. Il y a un truc qui me fait... Enfin, j'ai l'impression que ça, c'est un truc qui est pas du tout perçu. C'est-à-dire qu'en gros, c'est perçu comme un truc essentialisé. C'est-à-dire, bah, ils sont manifestement beaux et talentueux, mais sans jamais penser le fait que bah, le talent c'est quoi en fait. C'est fatalement si t'es dans une famille d'acteurs, de comédiens, tu vois typiquement Astier il vient pas de nulle part. Tu vois, vient d'une famille de comédiens, etc. Donc évidemment il a des facilités avec ça qui ne sont pas du talent naturel en fait. C'est quelque chose qu'il a appris. Même sa mère a des cours d'ailleurs de comédie à Lyon. Et même en fait le fait qu'ils soient ils aient une certaine façon de se présenter qui passe bien aux caméras et tout. Et j'ai l'impression qu'il y a, c'est jamais interrogé en fait ce truc mais en fait d'où viennent ces capacités, même en fait entre guillemets la capacité à être beau selon ces critères là, c'est-à-dire à être cinégénique, Ah, complètement. tu vois, enfin c'est un truc qui est jamais vraiment interrogé quoi. Ah Il y oui, a oui, complètement. et enfin même tu vois moi c'est le truc que je fais souvent la réflexion parce que le truc qui me fait rire c'est genre quand les gens disent oui pour ce rôle il a perdu 20 kilos et il s'est transformé en machin et tout etc. Mais en vrai perdre 20 kilos quand t'as des coachs et que t'es payé plusieurs millions pour faire ton rôle, déjà encore heureux que t'y arrives, et c'est pas tout à fait la même chose que ton pote qui va se mettre au fitness et qui et parce Ah qu'il oui, a envie de oui. perdre 20 kilos, tu vois.
Et j'ai l'impression que c'est jamais dit, c'est jamais, comment dire, c'est pris comme dans un vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de milieu du cinéma en réalité, et c'est des gens qui seraient naturellement un petit peu comme ça. Mais complètement. Et quand je dis qu'il se croit de gauche, c'est que effectivement, dès qu'une star va venir faire un grand discours super social lors d'une cérémonie prestigieuse où il porte un costard à je ne sais quel prix, c'est vrai que c'est le genre de choses. Bon, on voit quand même de plus en plus, je trouve, de critiques là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui disent, bon, je crois que c'était Joaquin Phoenix qui avait fait un discours, voilà, où les gens disaient, bon, d'accord, c'est très bien tout ce qu'il dit en faveur de, je sais plus, il avait pris plein de positions écologiques, féministes, etc. Mais voilà, ça reste quand même un bourgeois qui finalement, et puis voilà, aussi homme blanc, qui a quand même une notoriété. Enfin, au bout d'un moment, j'ai l'impression que je dis pas de bêtises si je dis que voilà, quand tu es une star aussi énorme, aussi connue mondialement, c'est que t'as pas non plus peut-être pris trop de risques ou t'as pas non plus dit des choses trop dérangeantes pour un système, sinon tu te retrouves pas là où tu es. Et c'est assez terrible, hein. Mais c'est vrai qu'en principe, voilà, ceux qui prennent qui ont des prises de position beaucoup plus marquées ou beaucoup plus dérangeantes, on va dire, pour le système, je pense qu'ils sont assez vite évacués finalement. Après, Mais oui, ça fait bien, excuse-moi. Dans les discours, voilà, c'est toujours bien de faire des beaux discours, voilà, quand je dis que le cinéma se croit de gauche, c'est-à-dire qu'il va entretenir un peu, voilà, ce côté, voilà, on va, par exemple, à Cannes, on va célébrer des films qui vont parler, j'en sais rien, d'un pays du tiers-monde, et du coup, voilà, vraiment, on est entre nous, c'est vraiment un entre-soi du cinéma, la fameuse grande famille du cinéma, mais finalement, bah voilà, qui reproduit en fait, qui reproduit un entre-soi, qui reproduit, il n'y a pas de diversité, il n'y a pas de, c'est voilà, c'est tous des fils et filles d'eux, ils ont tous été pistonnés, et même les gens qui, on pourrait dire, qui ont eu du mérite parce qu'ils viennent d'une école de cinéma, bah finalement, les écoles de cinéma, c'est quand même pareil, une reproduction, une fabrique de dominants. C'est vrai que finalement, les écoles de cinéma. Alors, bon, en fait, je dis ça, je ne suis pas très renseignée sur le sujet. Mais en tout cas, de ce que j'ai pu comprendre, si on veut accéder à une école comme la FEMIS, il faut avoir l'argent, énormément de capital culturel, il faut avoir beaucoup voilà, de temps à y consacrer, il faut avoir vraiment reçu une éducation extrêmement riche. Donc finalement, voilà, on ne peut pas dire qu'une école comme la FEMIS, qui soi-disant serait la seule école qui ouvrirait les portes en France, alors voilà, j'y connais pas grand-chose non plus, hein. Mais c'est pas du tout accessible à tout le monde. ah oui, oui, clairement, hein. Je crois qu'il y a des chiffres hein, là-dessus de toute façon. Mais de toute façon, les écoles, oui, c'est carrément. Évidemment qu'il y a un paywall et puis il y a entre guillemets un paywall de capital culturel. Pour la petite anecdote, moi j'ai fait il y a très très longtemps, attention, 36-15 ma vie, mais vous allez voir, ça a un lien. J'ai fait ma petite campagne limousine un court métrage dans un groupe où en fait l'association qui avait géré ça, c'était un groupe que de gens de la FEMIS, avait négocié qu'ils prendraient un indigène, un autochtone Oh de non. la campagne comme moi, et j'avais fait ça, mais j'avais 19 balais ou un truc comme ça. Et effectivement, dans ce genre de moment, tu sens. Ils étaient très gentils, hein, ces gens de la famille, il n'y avait pas de soucis, ils m'ont même aidé au final. Enfin, j'étais avec des gens compétents, donc c'était intéressant. Mais t'as des grands moments de violence symbolique, fatalement, dont ils se rendent pas compte. Et ouais, c'est comme, tu vois, là sur le chat, il parle de Léa Seydoux quand elle a dit j'ai fait l'école de la vie. Où Oui. tout le monde lui est tombé dessus. Je pense honnêtement je pense qu'elle est sincère. Je pense qu'elle le pense vraiment. Ah oui. Oui, oui. Et comme je disais, la fille, je ne connais plus son nom, mais la fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis avait dit exactement le même genre de choses. J'ai travaillé. Ah oui, elle avait même dit encore pire. Elle avait dit c'est encore plus dur pour moi parce que il y aura toujours l'image de mes parents, alors que vous, si vous partez de rien, en gros, bah vous ferez votre propre image, quoi. Donc c'était quand même gonflé, sachant qu'elle est l'égérie de je ne sais quelle marque. Enfin, c'était quand même assez fort ce qu'elle avait déclaré. Ouais, mais tu penses pas que justement, elle est. Mais en fait, c'est pour moi, moi je pense à Parasite. C'est pas pour rien que je pense que souvent les gens postent des images de Parasite sur les réseaux sociaux dans ce genre de moment-là, parce que j'ai l'impression que c'est un des films qui a compris ça, c'est qu'en fait ils sont sincères quand ils disent ça. Je sais pas ce que t'en penses. J'ai pas Ah l'impression mais que ce soit complètement. cynique de la part de Léa Seydoux de dire ça. Ah non, non, mais je suis persuadée qu'ils y croient, et ils sont persuadés d'être là où ils en sont parce qu'ils l'ont mérité, et c'est à ça que tient la plupart des grandes familles bourgeoises aussi. Voilà, non, non, j'ai pas reçu
Ou alors ils vont dire, bah, justement, dans les fameux films des Pinceau Charlot qui parlent voilà, film de sociologue, c'est toujours des gens justement qui vont dire alors oui, j'ai hérité de quelque chose, mais par contre, vous n'imaginez pas la responsabilité que c'est, la charge de travail que ça représente. En gros, c'est pas un cadeau. Je me rappelle, il y avait un mec comme ça, un châtelain, qui disait mais ce château, c'est pas un cadeau. Je vous le donnerai, vous n'en voudriez pas. Parce que tu comprends, il devait faire réparer le pont-levis. Enfin, des choses comme ça complètement hallucinantes. Mais oui, oui, ils sont persuadés d'être là où ils en sont parce qu'ils ont vérité. Ça, c'est clair. Ouais, je pense qu'ils le vivent même dans leur corps, c'est-à-dire quand il... Ça se trouve, il a vraiment passé 2 très mauvaises semaines à cause de cette histoire de pont-levis, et du coup, il est très embêté quand nous, on arrive et qu'on dit « Non mais mec, t'as un château, ferme ta gueule, Ah, mais t'as rien à dire. » complètement. Alors que je suis sûr que je pense que vraiment c'est même un truc qui se joue, c'est qu'ils le prennent réellement mal, c'est-à-dire qu'ils se disent, non, mais ils repensent à ces 2 semaines de galère de pont-levis, et, et tu vois, il est Oui, pas bien. il a fallu faire des rallyes pour réunir des fonds. Oui, carrément. Et puis il y a des moments, il était contrarié et tout, machin. Enfin, mais du coup, je trouve que ça boucle. T'as instinctivement dit, ils se croient de gauche. Enfin, instinctivement. T'as pas dit, ils sont de gauche. Parce que souvent, notamment les gens assez, les réactionnaires vont dire, le cinéma, et notamment aux États-Unis, c'est un milieu de gauchistes, etc. Et toi, t'as dit, ils se croient de gauche. Et je trouve ça Bah, un c'est peu. la gauche amont. Oui, en France, tu C'est crois la que c'est gauche. gauche amont le cinéma? Oh, bah c'est quand même, c'est une fausse gauche. Enfin, c'est quand même, je trouve. Après, voilà, je suis pas spécialiste du cinéma français, mais j'ai l'impression quand même dans les discours qui sont faits, parce qu'on a vu bah, de Polanski. Polanski, c'était quand même donc cette fameuse soirée où Adèle Haenel s'était levée, Aïssa Maga avait fait un discours, etc. Cette soirée qui a retenti, voilà, que moi je n'avais pas suivi, mais effectivement, comme tout le monde, j'en ai beaucoup entendu parler, j'ai vu les extraits, etc. C'est quand même, voilà, on se dit de gauche, on se sent quand même, on fait beaucoup, on va oscariser des films qui vont parler de sujets, de société, etc. Mais à côté de ça, voilà, on va donner un prix à Polanski, voilà, il y a aucune diversité. Il y a bah, justement, je sais plus, quelqu'un avait dit dans le chat, il y a un moment, voilà, les fameux films de Christian Clavier quand même. Alors, d'accord, le Festival de Cannes, le Festival Lumière, tous ces festivals, je sais pas du tout. Je crois qu'on dit Euh, le ils- truc consacré, c'est les festivals, mais on les comprend très bien les festivals, les festivals. festivals. C'est vrai que voilà, ils vont renier un peu les films de Christian Clavier, mais en même temps, les films de Christian Clavier euh, ont des producteurs et il y en a, voilà, je dis de Christian Clavier, mais en fait, c'est la plupart des comédies françaises. Et d'ailleurs, quand on regarde un petit peu aussi, finalement, la programmation télé, parce que ça aussi, c'est intéressant au niveau sociologique d'analyser les films qui sont projetés à la télévision. Et voilà, bien se rappeler aussi que, en fait, les classes dominantes, elles vont aller plus souvent au cinéma, dans la salle de cinéma, mais c'est pas pour ça qu'elles voient plus de films. C'est-à-dire que la classe ouvrière, elle va voir plus de films, mais à la télévision. Et, euh, et à la télévision, forcément, en fait, si on veut voir quelque chose d'un peu de qualité, soit il faut payer un abonnement pour Canal+, par exemple, soit ça va être Arte, qui est quand même une chaîne qui n'est pas forcément très mise en avant, qui peut être un peu intimidante. Donc finalement, les films qu'il y a à la télévision, ça va être finalement TF1, France 2, etc. Ça va être soit un film d'action des États-Unis, soit une comédie française un peu con. Et c'est tout le temps comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre. J'ai même vérifié l'autre jour la programmation télé de cette semaine ou la semaine dernière, je sais plus. Et c'est très impressionnant. Les films qui sont présentés voilà, qui ne soient pas Canal+ et Arte, c'est quand même des films, mais enfin, c'est vraiment, voilà, c'est toujours la même chose. Soit les films d'action américains, soit la comédie française. Et après, voilà, forcément, après, ils vont dire, oui, mais la populace ne va pas regarder des grands films. Et oui, forcément. Parce que pour regarder des grands films, il faut payer tout le temps pour la diversité. Alors après, là-dessus, t'aurais le contrat. En fait, je trouve qu'il y a une tension entre 2 pôles là-dessus, qui est que, alors ça c'est un état de fait, je suis tout à fait d'accord, mais t'as au contraire des gens qui vont te dire que justement c'est du cinéma populaire, alors ça c'est le grand truc, c'est de dire c'est du cinéma populaire, et ce cinéma populaire, notamment les comédies en France, elles vont être vachement attachées, en tout cas qualifiées de trucs de droite, etc. Et t'as même des gens, là tu parles, tu vois, de cinéma d'action américain. Je sais que par exemple, t'as une des grandes défenses du cinéma de série B, des Van Damme,
etc. Je crois que c'est Jean-François Richer qui disait ça, qui disait écoute, tu rentres de l'usine, tu regardes Van Damme, quoi. Tu regardes pas Ah Arte, mais moi quoi. quand je Tu dis vois. quand je dis film d'action états-unien, c'est pas du tout, c'est pas péjoratif. C'est que c'est en fait c'est toujours la même offre. C'est-à-dire que c'est pas du tout, c'est pas, enfin voilà, ça pourrait être avant justement, il y a quelques années, c'était les westerns en fait. Il n'y avait pas de films d'action, c'était les westerns qui passaient tout le temps. Maintenant c'est les films d'action et après ce sera, j'en sais rien, peut-être les films de super-héros. Enfin on verra bien. Mais en tout cas c'est pas péjoratif, mais c'est simplement qu'en fait on propose une seule chose. Et y a pas de choix en fait. Et c'est vrai que bah, ça c'est Bourdieu justement qui disait que en fait les élites elles vont voir le cinéma populaire et le cinéma d'auteur, c'est-à-dire qu'elles vont voir tout à la fois, pas juste le cinéma d'auteur. Et qu'en fait finalement les classes populaires, en tout cas, enfin selon les statistiques sociologiques si je puis dire, bah finalement c'est aussi qu'est-ce qu'on te propose qui soit accessible, c'est-à-dire que voilà quand on voit les prix des salles de cinéma ou bon alors maintenant oui ça va être certainement très différent avec la VOD etc. Alors c'est vrai que je vais pas faire des analyses, des improvisions d'analyse. Mais disons que c'est clair que si on nous présente tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose à la télévision, bah forcément, on s'habitue tout le temps à voir la même chose et ça me paraît assez, ouais, assez problématique finalement. Que que ce soit pas accessible à tout le monde, qu'il n'y ait pas quelques bons films qui soient montrés de temps en temps à la télévision, ou pas forcément des bons films, mais disons des films qui soient différents de toujours les mêmes choses. Parce que c'est vrai que voilà, combien de fois va être passé les films de Louis de Funès, combien de fois vont être passés Le Père Noël est une ordure, etc. Les bronzés, moi j'aime beaucoup les bronzés, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que j'y passe quand même 3 fois par an à la télévision. Alors, je me permets juste de répondre à une petite réflexion du chat, effectivement, que j'entends tout à fait sur ce que je viens de dire sur Van Damme. En fait, dire quand tu rentres de l'usine, tu regardes du CVD, c'est du mépris de classe de dire ça. Je précise quand même que je vois tout à fait ce que tu veux dire, effectivement. Je déteste l'argument de ah, mais quand tu rentres de l'usine, tu regardes que des trucs de merde, genre Hanouna, etc. et tout. Parce que, premièrement, c'est pas vrai. Mais dans le cas du CVD, je citais cet exemple parce que c'était Richer qui disait ça, Jean-François Richer, qui est lui-même réalisateur et qui lui-même regardait Van Damme en rentrant de l'usine. Donc il parlait pas d'un autre point de vue. Et en fait, c'est plus une question aussi de culture populaire. C'est-à-dire que Van Damme, c'était aussi. Alors, on peut en parler de ça si tu as des choses à dire là-dessus, Sam, mais il y a aussi cette idée dans l'idée de culture populaire qui est qu'en réalité, le western, je trouve, est un très bon exemple. C'est très déconsidéré. Et du coup, c'est regardé par Ah des bah gens oui. dont à qui ont dit toute leur vie que de toute façon, ils n'ont pas de culture. Donc, ils ont qu'à regarder des trucs déconsidérés, ça leur pose moins de problèmes. Alors qu'en réalité, il y a des perles là-dedans. Et bon, je renverrai à Karim Debache sur Jean-Claude Van Damme, hein, qui le défendra toujours beaucoup mieux que moi. Mais tu vois, le western, c'est un bon exemple pour moi. C'est-à-dire que c'était considéré comme un truc de gros con, en caricaturant pendant un moment. Et maintenant. Bah voilà, Sergio Leone, etc. Personne va aller dire que c'est nul, quoi. Y compris dans les élites culturelles, où c'est le cas, tu vois, genre Eastwood maintenant, toute l'élite culturelle du cinéma, etc., trouve que c'est un réalisateur absolument fabuleux, alors qu'il se faisait traiter de quasi néo-nazi quand il faisait l'inspecteur Harry, alors que l'inspecteur Harry, certes, c'est très très de droite, mais c'est quand même des bons films. Enfin voilà, c'était Oui, pour boucler là-dessus. oui, oui, non, complètement. Mais après, c'est vrai qu'il y a toujours un peu cette pensée, justement, bah, comme je le disais, en fait, quand les élites vont parler de l'influence du cinéma ou de la manipulation des images sur les gens, les idéologies transmises, etc., en fait, tout ça, c'est par rapport à la masse. Donc, la masse, sous-entendu, donc le public populaire. En gros, l'élite s'inquiète de, effectivement, ce que va consommer le public populaire qui serait ultra influençable et finalement, c'est vrai que ça, ils se mettent pas en fait dans cette euh, de ce côté. Euh, voilà, il y a toujours en fait voilà le peuple idéal et le peuple réel. C'est toujours comme ça, c'est-à-dire que voilà, c'est enfin, voilà, le bon pauvre et le mauvais pauvre, et il va toujours y avoir un peu voilà de mépris de qu'est-ce que vont consommer telle et telle personne. Il va toujours y avoir effectivement, bah, c'est pour ça d'ailleurs que moi j'aime beaucoup, je m'intéresse beaucoup au cinéma de genre qui est justement
ça peut être à la fois, voilà, certaines personnes vont considérer ça comme du cinéma populaire. Il y a certains films aujourd'hui par des cinéphiles un peu, voilà, des gens qui connaissent un peu de cinéma qui vont considérer ça comme du cinéma d'auteur. Mais voilà, le cinéma de genre, c'est voilà, western, film d'horreur, science-fiction. C'est un peu, voilà, à la limite des deux, ça dépend des films. Mais c'est vrai que bah, dans le cinéma de genre, finalement, donc effectivement, moi je me suis beaucoup intéressée au cinéma d'horreur. Et en fait, c'est parce que le cinéma d'horreur a énormément, énormément de choses à dire. Et c'est vraiment, voilà, quand on s'y intéresse un peu, c'est vrai que c'est flagrant le nombre de messages qui ont pu être véhiculés par l'horreur, parce qu'il y avait peut-être trop de censure pour le dire de façon directe, de façon politique, voilà, de faire un film politique ou social qui dénonce quelque chose très clairement. Bah, passer par le cinéma d'horreur, ça permet de parler d'autres choses, de passer par d'autres chemins finalement pour dénoncer tel et tel système. Euh, Il y a le fameux, les films très connus, qui d'ailleurs sont très méprisés, hein. Les slashers, donc tu sais, c'est quand un tueur masqué va poursuivre une bande de jeunes et les trucider jusqu'au dernier. Ouais, genre Halloween, Vendredi Euh, 13, tout ça. Exactement. Ces films-là, voilà, qui encore aujourd'hui souvent sont considérés comme voilà, des films à la con, Scream, tout ça, enfin voilà. Bah, finalement, en fait, derrière ces films, il y a plein, ça veut dire il y a plein de choses qui sont dites. Alors, il y a des gens qui vont dire que c'est des films très conservateurs parce que c'est toujours la fille vierge qui s'en sort. Mais il y a aussi des gens qui vont dire, il y a un auteur qui s'appelle Luis Ochando, je crois, qui a fait tout un bouquin sur le slasher en expliquant qu'en fait, le slasher, ça parlait du monde du néolibéralisme, que c'était l'entrée dans le monde adulte, où tu vas devoir vivre la répression, la compétition, la lutte pour la survie. Finalement, voilà, il y a plein d'analyses qui sont possibles en fait par le cinéma d'horreur et qui prouvent que ce n'est pas juste voilà un cinéma bête et méchant comme il a été présenté et comme parfois il est encore présenté. Il y a qu'à voir quand il y a un nouveau film d'horreur qui sort dans les salles, combien de personnes vont dire oh là là, je vais pas aller le voir parce qu'il y aura une bande de jeunes insupportables qui vont crier. Et bon, à la fois, j'ai envie de. Bon, pourquoi tu vas au cinéma si c'est pour. Enfin, à ce moment-là, bon. Si c'est pour pas que ce soit vivant. Mais je sais pas, c'est vrai que par rapport au cinéma d'horreur, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de mépris par rapport. Parce que c'est des jeunes, en fait, qui y vont. Et la jeunesse, forcément, elle prend pas les choses au sérieux. Elles vont subir un peu. Voilà, ça va être une réception des films un peu passive. Enfin bon. Ah oui, mais en fait, je veux bien que tu développes là-dessus parce que c'est une des questions que je voulais te poser, c'était dans mes petites notes. Le cinéma d'horreur est très très représenté sur ta chaîne, tu l'utilises vraiment énormément, et y compris de l'horreur, j'allais dire pas noble, mais c'est-à-dire, enfin, parce qu'il y a des gens qui vont avoir posé de la limite, ah, si c'est de l'épouvante et que ça me fait un peu peur, ça va, mais toi tu parles aussi de trucs assez trash. Euh, Enfin voilà, t'as quand même, tu fais appel à beaucoup de cinéma d'horreur, y compris très très dur quand même. Et je Ouais. trouve ça intéressant, d'autant que tu as une analyse aussi avec beaucoup. Il y a beaucoup d'angles féministes, en tout cas, il y a beaucoup d'angles sur la sociologie des personnages féminins, etc. Si ça te dérange pas, si tu peux développer sur ton rapport, toi, à ça, parce que je trouve ça assez intéressant, parce que c'est un cinéma qui est perçu comme étant assez hostile aussi au public Ah féminin et aux bah. personnages féminins. Complètement. En fait, juste, enfin, avant de parler des personnages féminins, en fait, l'horreur, c'est ce que je trouve vraiment. Donc, ce que je disais, donc, comme je disais, voilà, il y a toujours des discours politiques. En fait, ce que je trouve passionnant avec l'horreur, ça peut certainement se faire avec d'autres genres, mais disons que c'est ce genre-là que je connais le mieux. Et en fait, c'est un genre qui va vraiment montrer les peurs de son époque d'une façon qui est ultra intéressante, en fait, à analyser avec un peu de recul. Donc, par exemple, voilà, les premiers films, donc c'était surtout l'expressionnisme allemand. Donc, en fait, c'était les traumatismes de l'avant-guerre. Et il y a eu beaucoup d'ailleurs d'études sur ces films-là. Pourquoi l'Allemagne, juste avant d'arriver aux mains d'Hitler, dans son cinéma, va faire autant de cinéma d'horreur, de quoi ils vont parler. Ensuite, il y a eu des films d'invasion extraterrestre, de zombies, donc qui reflétaient un peu la peur de l'étranger, la peur de la surveillance, ces choses-là. Il y a eu des films de monstres, la peur du nucléaire avec Godzilla, etc. Il y a eu, euh, voilà, bah, enfin, plein de choses. Et même, en fait, même aujourd'hui, si on peut parler des années 2000 parce qu'on a assez de recul peut-être. Dans les années 2000, en fait, ce qui était montré dans les films d'horreur, c'était bah, beaucoup de found footage. Donc il y a eu Rec, il y a eu Paranormal Activity, tout ça. Donc qui s'inspirait un peu des reportages sensationnalistes, du voyeurisme, toutes ces choses-là. Et puis il y a eu aussi le torture porn. Et en fait, le torture porn, donc en fait, pour résumer globalement, c'est des films comme Saw, Hostel. C'est des films extrêmement gore, extrêmement durs, où en fait, il va y avoir bah, des actes de torture qui sont montrés directement. Et ces films-là, en fait, ils sortent la même année ou un an après Abu Ghraib.
donc les images d'Abu Ghraib, donc qui montraient tout simplement les images qui dévoilaient la torture qu'avait que les États-Unis avaient torturé en Irak. Et en fait, à partir de ces révélations-là qui ont quand même marqué le monde, il y a eu des tortures porn. Et du coup, ça reflétait une nouvelle peur qui arrivait. Du coup, la peur dans les années 2000 était représentée aussi par les actions des États-Unis et ces choses-là. Et donc, du coup, voilà, tout simplement pour dire que je trouve ça passionnant, en fait, le cinéma d'horreur, parce que ça permet, au niveau historique et politique, de se rendre compte de beaucoup de choses, et on peut analyser, en fait, oui, la peur, en fait, la peur des populations occidentales, en tout cas, et c'est assez fort, quoi. C'est compliqué de trouver d'autres représentations de ça si c'est pas par le cinéma. Ouais, ouais, oui, carrément, je suis tout à fait d'accord. Mais est-ce que t'as quand même est-ce que t'aimes bien le cinéma d'horreur en fait après, toi, est-ce que si Ah c'est oui, une question de goût, c'est un pur attrait intellectuel comment? Est-ce que c'est un pur attrait intellectuel où tu vois l'intérêt de l'étude à faire, ou est-ce que c'est aussi un truc affectif Ah non, de j'aime t'aimes bien ça? énormément. Non, non, moi j'aime énormément le cinéma d'horreur depuis longtemps maintenant. Et non, non, bah, clairement, non, mais je pense que comme n'importe quel vidéaste, je prends aussi des thèmes qui me tiennent quand même à cœur. Et c'est vrai que en fait, il y a une récurrence sur ma chaîne du cinéma d'horreur. Effectivement, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais c'est aussi parce que c'est ce que je connais le mieux, je pense, au cours du temps. C'est-à-dire que depuis le début du cinéma d'horreur jusqu'à aujourd'hui, je connais pas tout, hein, pas du tout. Mais c'est ce que je connaissais le mieux, et comme quand tu maîtrises quelque chose, c'est quand même plus facile d'en parler, plutôt que de me lancer dans je ne sais pas, les comédies romantiques, par exemple, où je connais beaucoup moins. Pourtant, j'ai essayé d'en parler dans une vidéo sur la prostitution, justement, dans les comédies romantiques, mais je me suis rendu compte que j'avais quand même des lacunes, que je connaissais pas très très bien le sujet, et donc c'est vrai que le cinéma d'horreur, c'est une question c'est de la facilité pour moi, quoi. Ok, ouais, je m'en doutais un peu parce que j'imagine que tu te fais pas 140 films Non, non, non. d'horreur juste par pur attrait intellectuel. Alors Et après, par rapport aux femmes, oui. ouais, vas-y, Oui, vas-y. oui. Non, juste par rapport aux femmes, c'est pareil en fait, hein. C'est comme le choix du cinéma d'horreur, c'est parce que c'est ce que je connais le mieux. Et c'est vrai que par rapport aux femmes, peut-être que le féminisme serait un des combats, disons, sur lequel j'ai peut-être lu le plus de bouquins, etc., où je me sens peut-être plus légitime d'en parler. Et forcément, en fait, les femmes dans le cinéma d'horreur, il y a énormément, énormément de choses à dire. C'est quand même le seul genre où elles sont autant représentées depuis toujours. Et ça pose toujours énormément de questions, voilà, très intéressantes, parce qu'en fait, c'est un peu des archétypes, enfin des personnages, oui, comme voilà, j'ai pris le personnage de la mère dans les films d'horreur, les adolescentes dans les films d'horreur. Finalement, on retrouve un peu toujours des personnages féminins qu'on va pas forcément retrouver dans d'autres genres, et que voilà, je trouvais intéressant d'étudier, mais voilà, c'est vrai que c'est des choix personnels. Est-ce que après, il y a certainement beaucoup d'autres choses à explorer. D'ailleurs, j'aimerais bien m'éloigner un peu de l'horreur en ce moment. Je pars sur d'autres choses, mais j'avais fait une vidéo deux vidéos, il me semble, sur les documentaires. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup. Mais du coup, là, par contre, voilà, l'idée, c'est un peu de m'éloigner du féminisme et du cinéma d'horreur, qui sont, voilà, les deux choses que je connais probablement le mieux, mais j'en ai peut-être un peu fait le tour. Donc, j'y reviendrai certainement un jour. Mais l'idée, c'est, voilà, d'essayer de parler d'autres choses, parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres sujets qui m'intéressent. Ok, alors il y a effectivement discussion sur le chat autour du terme film de genre. Alors je sais pas si toi t'as une définition qui te satisfait parce que c'est toujours le bordel à chaque fois quand on doit définir ce truc. Oh film de genre, pour moi, ce serait en fait un film qui déjà lui-même se revendique entre guillemets, enfin, qui sera perçu selon ses codes, selon un genre, en fait, on reconnaît, le spectateur peut reconnaître en fait différents codes qu'il a déjà vus auparavant, et du coup, il va pouvoir un peu anticiper certaines choses du film. Voilà, je pense que c'est vrai que c'est très compliqué à définir, mais que finalement, voilà, le cinéma de genre, ça va être vraiment celui qui va être voilà, science-fiction, horreur, western, film noir. Après, il y a effectivement, hein, il y a des genres qui se mélangent. Il y a plein de films comme ça. Phantom of the Paradise, ça va être un petit peu de cinéma d'horreur, avec un petit peu de comédie musicale, avec un petit peu de comédie romantique. Enfin, voilà, il y a des films qui savent mélanger les genres à la perfection. Mais à mon avis, voilà, le cinéma de genre, c'est vrai que c'est reconnaissable en fait, je pense. Mais c'est compliqué hein, comme débat. Ouais, je suis assez d'accord sur cette définition. Ouais. Et ça revenait aussi sur la question de l'accès au film.
Quelqu'un vous a remarqué que par exemple, si, sur le fait de ah ouais mais s'il faut payer ou quoi, on n'a pas accès à certains films. Est-ce que tu vois, il y a les Truffauts sur Netflix. Et alors j'aimerais bien avoir des chiffres. Est-ce que les gens se mettent à regarder des Truffauts, tu vois? Est-ce que c'est vraiment que Alors, une histoire d'accès en fait? bah, à mon avis, c'est comme tout. Enfin, je pense que c'est comme tous les autres arts aussi. C'est qu'en fait, on fait tellement comprendre aussi qu'il y a certains films, certains tableaux, certaines musiques qui sont réservés seulement à une catégorie de la population qui possède déjà un capital culturel, qui sera capable de l'apprécier, qui a été éduqué à ces choses-là. Je sais pas, la musique classique, par exemple. Bon, je veux pas dire n'importe quoi, mais j'imagine que pour s'intéresser à la musique classique quand on a 15 ans, et pas se tourner vers le rap, le métal, le rock, il y a des parents derrière, à mon avis. Ou alors, effectivement, après, il y a des cas à part, évidemment, mais en tout cas, en règle générale, je pense qu'on nous fait tellement comprendre, en fait, tout au cours de notre vie, qu'il y a des choses qui ne nous sont pas destinées ou qui ne nous sont pas accessibles, que c'est difficile de s'y mettre. Et moi-même, par exemple, je parle beaucoup de cinéma de genre parce que je ne sais pas si je serais capable, pourtant j'en ai vu beaucoup, mais je ne sais pas si je serais capable de parler de films, j'en sais rien, néo-réalistes italiens ou de la nouvelle vague française, où je me sens pas du tout légitime à parler de ça, alors que pourtant j'en ai vu, pourtant il y en a qui me plaisent, etc. Mais c'est vrai que c'est des choses, bah tu te dis non, ça va être plus facile pour moi d'aborder. Donc je pense que les gens en fait s'autocensurent. Là pour le coup c'est de la sociologie du dimanche, de comptoir. Mais à mon avis, il y a peut-être de ça, quoi, une forme d'autocensure, parce que comme, ouais, il y a une violence symbolique finalement qui t'a fait comprendre toute ta vie que tu ne comprendrais pas, ça allait t'emmerder. Donc, est-ce qu'on n'a pas un peu d'appréhension quoi par rapport à ces choses-là? C'est compliqué comme question. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Oui, je pense que c'est très compliqué, mais justement, alors là, en fait, forcément, là, c'est l'exemple Truffaut sur Netflix, c'est un très bon exemple, vous avez raison, je pense, sur le chat de ça. Moi, je précise que la nouvelle vague, c'est pas du tout un truc qui m'intéresse, et j'ai pas. J'ai des billets dessus, c'est-à-dire que moi aussi, j'ai tendance à considérer que c'est un truc de cultureux, et que ça m'emmerde, et je préfère quand il y a, Ah, moi je aussi, hein. préfère quand il y a Jean Gabin. Mais, enfin, quoi qu'il y ait peut-être il y a des nouvelles vagues avec Belmondo et tout ça, mais enfin, c'est pas forcément le cinéma français qui m'intéresse le plus. Mais ça veut pas dire que. En fait, mais t'as raison sur le truc de l'éducation, c'est que moi, je pense que je n'ai pas l'éducation à ces films-là. C'est-à-dire que je suis pas capable de les. Enfin, il va falloir que je m'y plonge vraiment, ou alors que ça me percute vraiment, pour me dire, ok, il faut que je creuse ce truc-là, et ça ne s'est jamais produit. Le cours de ma longue existence. Mais par contre, il y a un exemple sur l'éducation que moi je prends souvent. En fait, souvent, tu me diras aussi ce que tu en penses, parce que c'est assez c'est plus une intuition de ma part, mais souvent on va présenter ça comme à sens unique, c'est-à-dire, en fait, on n'a pas eu l'éducation pour apprécier ces films-là, et du coup on va jamais s'y intéresser, et on va s'intéresser à des films qui, sous-entendus, en fait, n'en demandent pas. Et en réalité, moi je prends l'exemple toujours j'avais une copine que ça saoulait les films que j'allais voir, les films que j'aimais bien, parce qu'elle aimait pas, Dixit, les scènes de camion. C'est-à-dire que genre, moi j'aime bien genre la course-poursuite de 20 C'est quoi minutes. les scènes de camion? Voilà, c'est genre la course-poursuite de Matrix Reloaded qui dure genre 20 ou 30 minutes. Moi c'est une Oui. des meilleures scènes de ma vie. Et alors bon, cliché de mec qui aime les scènes de camion, mais Ah, vous je allez suis voir pourquoi vraiment je donne désolée, l'exemple. je me rappelle pas du tout. Mais enfin non, c'est un exemple. Ou Fury Road. Fury Road, c'est complètement un film de Oui, camion. oui, oui, d'accord. Et en fait, eh ben, je pense que. Ou alors Jean-Claude Van Damme, les films de bagarre. En fait, il faut une éducation pour aimer ça. Il y a beaucoup de gens à qui tu montres un film où juste ils se tapent dessus. En fait, ils vont voir qu'un film où ils se tapent dessus et ça les emmerde. Et pour moi, en fait, c'est exactement la même chose quand on dit qu'il faut une éducation particulière à des films comme La Nouvelle Vague ou d'autres choses qui paraissent plus élitistes. C'est-à-dire qu'en fait, tous les films demandent une certaine éducation à ces choses-là. Après, dans certains milieux, on va peut-être plus se faire une éducation à certains types de films et à d'autres, comme ton exemple de la musique classique. Oui, j'aime bien Fast and Furious, par exemple. Après, je trouve pas que c'est des grands films. Genre Fury Road, c'est un grand film de camion. Alors que Fast and Furious, c'est marrant, mais c'est pas ouf. Mais la qualité se joue pas sur le fait que c'est un film de camion, en fait. Et comment dire. Et tu vois, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a en fait, tous les genres, justement, et tous les films demandent une certaine éducation à ces trucs-là. Il y en a juste certains qui sont perçus comme demandant la bonne éducation. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que Bah, ça se joue plus à ce niveau-là. totalement. Puis ça dépend
ouais, de nos relations. Effectivement, par exemple, bah, moi justement, les films, il y a quelqu'un qui a parlé de Chris Marker, donc c'est vrai que moi, je suis pas non plus, je suis pas très fan de la nouvelle vague, mais par exemple, que Chris Marker, ses documentaires, etc., j'aime beaucoup. Et en fait, ça, c'est un monde que je ne connaissais, mais alors pas du tout. Et c'est parce que finalement, j'ai rencontré des gens, donc un groupe d'amis un jour, voilà, qui aimaient ça. Et mais vraiment, alors moi, quand ils m'en parlaient, je me sentais mais inculte au possible. J'avais aucune idée de ce dont ils parlaient. Et c'est vraiment par éducation de leur part, si je puis dire, que bah, du coup, je me suis un peu plus ouverte à la chose. Alors après, ça n'empêche que, voilà, moi, les premiers films que j'ai vus de Godard, et encore aujourd'hui, hein, je regarde des films de Godard, je me sens méprisée par le film. J'ai l'impression que le film, il n'est pas du tout fait pour moi, il ne s'adresse pas à moi. Il me regarde en me disant, tu ne me comprends pas, c'est que t'es trop con. Et je sais qu'il y a des gens qui arrivent à voir des films de Godard et à apprécier, à vraiment se sentir emmené dedans, etc. Mais effectivement, voilà, c'est des choses que je pense, ouais, qu'on apprend selon notre entourage, etc. Et puis voilà, les choses de la vie. Et quand tu disais, par exemple, par rapport à ta copine, et les films de camion, bah, c'est vrai qu'en fait, nous, les filles, les femmes, bah, on a toujours, finalement, on nous a toujours un peu exclus de ça. Et on a toujours montré, par exemple, des héros masculins super forts, super avec des muscles saillants, torse-poil, qui vraiment, pour le coup, il n'y avait pas plus viril, quoi. Et c'est vrai que finalement, tous ces films-là, donc voiture, bagarre, etc. Donc, il y a eu quelques petites choses qui ont été faites, j'en sais rien, les femmes qui se battent chez Tarantino, des choses comme ça, mais c'est très exceptionnel. Et sinon, bah oui, ça reste des films qui, on a vraiment du mal à s'identifier de nous. Et il y a j'allais dire ce cliché, mais non, c'est pas un cliché, c'est une statistique justement sociologique qui dit que les femmes, elles aiment beaucoup plus les comédies romantiques. Parce qu'en fait, c'est terrible, mais il y a que dans les comédies romantiques, vu que la plupart des cinéastes sont des hommes, il y a que dans les comédies romantiques qu'il va y avoir un personnage féminin fort tout le temps, systématiquement. Dans le western, ce sera pas le cas. Dans l'horreur, ce sera le cas, mais ça va être une victime en principe ou un monstre. Et donc finalement, les comédies romantiques, qui sont d'ailleurs méprisées justement parce que je pense elles sont féminines, et moi-même, je suis pas très fan, hein, j'en connais très peu, je regarde pas des comédies romantiques. Bah, d'ailleurs, je pense que si je n'en regarde pas, c'est parce qu'on m'a appris aussi que c'était un peu honteux d'aimer ça. Et c'est honteux parce que c'est un truc de bonne femme. Et c'est un truc de bonne femme parce qu'il y a des femmes qui sont représentées dans ces films-là. Enfin, voilà, après, c'est encore une fois, je sais pas si j'ai raison dans mon développement, mais à mon avis, voilà, il y a ce côté-là où finalement, bah, c'est plus compliqué. Enfin, je comprends ta copine de dire, bah oui, les films de camion, ok, toi, tu peux parfaitement t'identifier, tu peux parfaitement prendre ton pied en te projetant dans l'univers, etc. Mais c'est vrai que bah, pour nous, c'est quand même vachement plus compliqué. Et c'est vrai que c'est un peu. Et en même temps, aujourd'hui, ça devient presque honteux quand tu es cinéphile, si je puis dire, de femme, cinéphile femme, de ne pas aimer ces films-là. Et voilà, les cinéphiles femmes qui aiment les comédies romantiques, à mon avis, elles doivent être vraiment méprisées, quoi. Il doit y avoir un truc. Enfin, ça, c'est pas du tout le genre de films qui sont étudiés sur YouTube, par exemple. Enfin, en tout cas, je ne connais pas. Mais oui, c'est très juste ce que tu dis, c'est que en plus là j'avais pris l'exemple sans penser à ça, mais effectivement l'éducation entre guillemets au film est effectivement liée à aussi à des classes sociales, à ton genre, etc. Oui, c'est une très très bonne remarque, je pense. Et mais, tu devais venir aux Intergalactiques cette année. Oui, oui, oui. Mais l'année prochaine, du coup. Je Bah, pense à ça j'espère. parce que on avait reçu l'année d'avant Jean-Pierre Dionnet, donc de Métal Ah Hurlant, oui, voilà. ouais, ouais. Et en fait, il y avait eu un petit moment un peu, parce qu'il est un peu old school, Dionnet, il est adorable, mais c'est un vieux de la vieille, quoi. Et à un moment donné, il avait sorti Ouais. ça, et ça avait fait un petit, pas un malaise, mais genre, ça faisait très ok boomer, et il disait, oui, mais à l'époque, nous, vous savez, les garçons, on voulait aller voir, alors il parlait pas de Mad Max, mais il parlait de trucs d'action, etc. Et on devait traîner les filles parce qu'elles voulaient aller voir Meg Ryan. Et en fait, il y a eu un petit, tu sais, Ouais. moment un peu ok boomer dans la salle, genre. Sauf qu'en fait, je pense qu'il a un peu raison, en fait. C'est-à-dire que en fait, que ce soit un cliché genré, tout le monde est d'accord là-dessus, mais c'est un fait sociologique en réalité. C'est que tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est lié à ce que tu dis là. C'est qu'en fait, on attendait des filles, en réalité, qu'elles aillent voir. Alors, bon, je sais pas pourquoi il a cité Meg Ryan, mais je pense qu'il parlait justement de comédie romantique et pas d'aller voir des films d'action. Et qu'en fait, ça construit une culture aussi du cinéma. Bah, totalement. Et puis c'est vrai qu'en fait, quand on voit aussi ouais, le mépris par rapport au film romantique, euh, l'exemple m'est venu par exemple avec Fast and Furious, mais voilà, bah, je sais pas si c'est le cas, mais j'ai l'impression que Fast and Furious,
c'est pas des grands films, mais qu'ils recevront jamais dans la gueule le mépris qu'a pu recevoir des films comme Twilight, que d'ailleurs je n'ai jamais vu, et d'ailleurs je me suis fait la remarque moi-même en me disant, en fait tu les as jamais vus parce que ça t'intéresse pas, et ça t'intéresse pas pourquoi? Parce que bah, c'est un truc de fille, quoi. Et que moi-même, et ça arrive d'ailleurs à beaucoup d'entre nous, voilà, parce que aussi les femmes, faut qu'on joue des coudes quand même, faut dire ce qui est pour se faire un peu de place dans le monde cinéphile ou d'analyse de cinéma. Faut qu'on joue un peu des coudes et faut qu'on prouve que on connaît le cinéma, et le cinéma, c'est quand même un cinéma qui est fait par les mecs, qui parle de mecs la plupart du temps, faut dire ce qui est. Et du coup, c'est vrai que bah ouais, c'est presque un totem de légitimité de dire ah, moi j'ai jamais vu Twilight quoi, ça m'intéresse pas, je verrai jamais. Et pourtant, bah pourquoi alors Fast and Furious je connais pas non plus, donc c'est vrai que ça va être compliqué, mais pourquoi est-ce que Fast and Furious, je crois qu'il a quand même pas très bonne réputation, il a reçu, je crois, beaucoup moins de mépris que les Twilight, qui étaient vraiment le bas-fond quoi, c'était vraiment le bas-fond, et il y avait un déchaînement de haine par rapport à ce film. Enfin, quand ils sont sortis, moi je me rappelle, c'était quand même assez fort et j'ai jamais vraiment compris pourquoi il y avait autant de mépris par rapport à ce film. Et je pense que c'est parce que ce film était pour les filles. En tout cas, peut-être que la cible était, la cible marketing devait être peut-être plutôt les filles. Et du coup, que ça a généré une sorte de haine par rapport aux films qui sont certainement pas si mauvais ou que voilà, bon, je sais pas si c'est, je pense que c'est pas non plus des bouses infâmes comme j'avais l'impression, enfin, comme moi, on en a parlé. Mais finalement, voilà, le fait que ce soit une comédie romantique, que ce soit plutôt axé pour les filles, que ces choses-là, bah, tout de suite, oui, on a envie de mettre une distance. Et c'est un peu comme quand on est gamine et que tout de suite on dit ah non, enfin moi quand j'étais gamine et je sais que beaucoup de filles sont dans mon cas, on dit ah non moi je déteste le rose, hein. Ah, vraiment je déteste le rose et tout ça. Alors, évidemment quand t'es gamine t'as pas notion de féminisme, mais parce que tu sais que le rose c'est lié à un truc un peu honteux quoi. C'est le truc de femmelette, c'est le truc ouais de faible, enfin c'est mal vu parce que c'est féminin, donc forcément tout ce qui est féminin c'est un peu nul, hein. Les filles c'est nul. Donc du coup, finalement, je reproduis ça, je me rends compte dans mon cinéma, voilà, je vais m'intéresser au cinéma qui tâche, quoi. Donc, le western, bien viril, bien, je me tape des films avec John Wayne, ensuite les films gore au possible, et finalement, ça reste du cinéma qui vise plutôt un public masculin, et c'est vrai que ouais, c'est intéressant, je trouve, il y ait tellement peu de films qui soient plus ou moins dédiés au public féminin au niveau marketing, tout ça, etc. Et quand il y en a un qui marche, c'est c'est l'apocalypse quoi. Enfin, Twilight, je sais pas si tu te rappelles, mais moi je me rappelle qu'il y a eu un. C'est vraiment c'était le pire film du Ah oui, siècle. Mais moi, même moi, hein, oui, oui, je disais mais carrément. c'était le pire film. Alors je l'avais jamais vu, hein. Oui, carrément. Et il y a, oui, mais je suis d'accord. Je pense. Et il y a des gens qui citent la vidéo de Lindsay Ellis sur Twilight. Effectivement, je la conseille. Elle est très très bien. Qui parle de ça. Et il y a Ah bah j'irai aussi, voir. je crois que c'est Delphine Chedaleux qui avait parlé du problème autour de 50 nuances de gris. Et notamment du point de vue des milieux féministes. Alors, je sais pas si tu avais suivi un petit peu ça. Qui était en gros, si je voudrais pas trahir son explication, mais en gros qui était, alors pareil, hein, 51 degrés, ça a été le sujet de vanne absolu de tout le monde, en C'est disant vrai, que ouais. c'était de la merde, etc. Et en plus, là-dessus, se rajouter le truc de dire, en plus c'est giga craignos, parce qu'il y a une histoire enfin, c'est une histoire de dominant, etc., complètement explicitement, puisque il y a le truc sadomaso où justement t'as Ouais, les ouais, ouais. rôles, enfin voilà, et que le personnage féminin était catastrophique, enfin tout ce que vous voulez. Et sauf qu'en fait, il se trouvait que c'était des films qui étaient vus plus que très majoritairement par des femmes, et que manifestement elles y trouvaient des choses. Et notamment des ménagères, les ménagères, comme dirait De Gaulle. Et en fait, Delphine Chedaleux avait ce truc intéressant de dire, en fait, on peut pas s'arrêter à l'analyse qui est de dire, ah là là, c'est sexiste, parce que si, parce que ça, et pas analyser ben, justement la sociologie, en fait, du public. Si ça plaît à ces gens-là, à ce public-là, c'est bien qu'il y ait une raison, en réalité. Et à l'inverse, pour justement reboucler avec ce que tu disais, je pense que la haine envers ces films, c'est peut-être très nul et très lamentable, 51 degrés, j'en ai aucune idée. Mais la haine, effectivement, qu'il y a envers le film, je pense, est liée aussi à qui ça plaît, en réalité. Et t'as raison, Fast and Furious ne fait pas ça. Moi, on m'a jamais jugé parce que je dis, ouais, Jean-Claude Van Damme, c'est cool, et j'aime bien les films où les gens ils se tapent dessus, quoi. Ça va au pire être pris comme un truc un peu plaisir coupable et pas très malin, mais jamais va y avoir de la haine
euh, par rapport à ça, et je pense vraiment que ouais, c'est lié au public, quoi. C'est-à-dire que Twilight, les adolescentes parce que, a priori, si j'ai bien compris, c'est un public aussi donc jeune, adolescent Oui. et féminin, beaucoup féminin. Si je dis pas de bêtises, corrigez-moi sur le chat si je dis une bêtise. En fait, moi, quand j'aurais été ado et j'aurais été une fille en plus, j'aurais vraiment pas apprécié qu'on vienne me défoncer parce que j'aime bien ces films-là et que ça me parle sincèrement. Tu vois, enfin, t'as Mais le reste de t'imagines la ces filles société. aujourd'hui, si ces filles aujourd'hui ont envie de se lancer dans une chaîne YouTube, elles le feront pas, hein. Ah bah oui, oui, carrément. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est parce que souvent il y a ce débat par rapport aux vidéastes femmes qui parlent de cinéma. Et c'est vrai que je pense que quand tu te lances à parler de cinéma, alors pas forcément sur YouTube, hein, même faire de la critique, enfin parler de cinéma, en fait, te sentir légitime à parler de cinéma, bah, quand le cinéma est fait par des hommes, pour des hommes, avec des figures masculines, et qu'effectivement le cinéma plutôt dédié à des femmes ou considéré comme féminin ou visant un public féminin est vachement méprisé, bah, c'est vrai que du coup il faut se jeter en fait dans le bain du film viril pour se construire en fait un truc ciné et après venir en parler et défendre ton avis, c'est compliqué quoi. C'est vrai que ça c'est quelque chose souvent, enfin voilà, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont cinéphiles et qui ont des avis très pertinents sur le cinéma, mais qui n'en parleront jamais en public parce que bah, forcément, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, c'est pas, voilà, ça s'adresse pas forcément à elles, donc forcément, elles vont pas savoir aussi bien qu'un mec. Donc c'est vrai que, ouais, il y a tout un truc par rapport à ça. Et toi, tu l'as Et comme tu ressenti disais, la ménagère. Oui, pardon, vas-y. Non, comme tu disais, la ménagère, justement, en fait, il y a une époque où vraiment, en fait, les films sortaient donc le mercredi, et l'idée, c'était que les mères emmènent leurs enfants au cinéma. Donc, en fait, il y a eu toute une époque où, finalement, c'était la ménagère qui allait au cinéma, beaucoup plus que son mari. Et voilà, des générations de femmes qui sont allées au cinéma pour emmener leurs gosses souvent, et ou même elles-mêmes, parce que voilà, c'était un moyen de distraction qu'elles pouvaient avoir. Et finalement, bah, c'est vrai que les ménagères, justement, elles vont forcément, elles aussi, aller au cinéma, elles vont elles aussi regarder la télévision. Et effectivement, mais ça, c'est dans, je pense, dans absolument tous les domaines artistiques, il y a toujours énormément de mépris et de jugement. Voilà, justement, la ménagère, voilà, le cliché, quoi, la ménagère, c'est vraiment, bah, c'est ce que je disais un peu, justement, dans les vidéos sur les mères dans les films d'horreur. La ménagère, voilà, c'est pire que le beauf, quoi. C'est vraiment, elle a aucune culture, elle est incapable de rien, elle est juste là pour torcher les gamins. Enfin, c'est vraiment, il y a un mépris par rapport à ce personnage sociologique, en fait. Et peut-être que toutes nos mères ont été des ménagères à un moment ou à un autre, mais vraiment, voilà, il y a quand même, ouais, c'est un personnage sociologique qui est extrêmement mal vu et ses goûts sont extrêmement méprisés. Et il n'y a rien d'ailleurs qui vraiment les vise à part la publicité. La publicité, voilà, qui vise la femme ménagère. Il y a rien en fait qui est fait pour elle au niveau artistique. Et quand il y a quelque chose qui leur plaît, bah ça va devenir effectivement le pire du pire, quoi. Parce que c'est vrai qu'elle a une image qui est absolument, bah, voilà, très sexiste. Et puis d'un mépris de classe aussi très fort. C'est souvent voilà, la femme au foyer, par exemple. Donc c'est vrai que ouais, c'est un personnage sociologiquement et au niveau du cinéma vachement intéressant. La ménagère et même le mot est terrible, hein. Mais Oui, c'est pour ça que je cite De Gaulle dans ce cas-là, parce que c'est cette citation. Je sais pas si tu connais cette citation, ce grand moment de De Gaulle où il faisait l'exemple de la France, c'est une ménagère. Mais bon, bref. Mais dans ta vidéo, en plus, il y a un truc que je trouve intéressant que tu dis. En plus, tu mets beaucoup en parallèle d'images des personnages dans les films d'horreur et dans les pubs ou dans les trucs comme ça, où justement, t'as la ménagère américaine, machin, qu'on a tous vu dans les trucs un peu clichés. Mais aussi, en fait, c'est un mélange de. Il y a aussi un fantasme. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement elle doit être parfaite, mais elle doit être parfaite dans un rôle qui est hyper considéré comme subalterne, en fait, et qui est hyper limité à les enfants, la bouffe, enfin, et bonne épouse, et bonne épouse, oui. bonne amante au lit, bonne épouse au moment de faire la cuisine. Donc effectivement, on retrouve toujours cette chose-là, bah, qui d'ailleurs, voilà, donc on parlait des westerns avant. Les westerns, il va toujours y avoir la putain et la bonne épouse et la femme à marier. Donc c'est Grace Kelly contre Kelly Jurado. C'est vraiment voilà l'opposition entre la putain et l'épouse. Et ça, c'est clair que bah, la mère idéale
peut-être pas la mère idéale, mais disons, voilà, la femme idéale, la femme de rêve, ça va toujours être un peu putain, un peu épouse, quoi. Donc putain pour son mari, disons, et bonne épouse aux yeux des autres. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui revient. Bah, finalement, c'était il n'y a pas si longtemps. Je pense que nos grands-mères, toutes nos grands-mères, la plupart de nos grands-mères, c'était vraiment, vraiment totalement ça, quoi. Enfin, en tout cas, moi, mes grands-mères, elles n'ont jamais pu travailler, alors que pourtant, elles avaient beaucoup, elles avaient très envie de. Enfin, je sais elles étaient très intelligentes et elles auraient voulu faire autre chose de leur vie qu'avoir des gamins. Mais voilà, enfin, c'était il n'y a pas si longtemps, quoi. Que les femmes étaient vraiment relayées au foyer, elles étaient mariées avec un homme pour le reste de leur vie, et elles n'avaient pas le choix de faire des gosses et de fermer leur gueule, et puis bon, bah, et puis d'écarter leurs jambes aussi, parce que faut pas déconner. Et c'est vrai que finalement, bah, ce truc-là de la putain et l'épouse, bah, au cinéma, c'est quand même quelque chose qui revient tout le temps. C'est un fantasme qui revient dans les yeux des cinéastes vraiment très régulièrement. C'est quelque chose qui est. C'est... Parce que oui, comme j'ai aussi analysé un petit peu la prostitution au cinéma, et la prostituée au cinéma, alors il y a des exceptions, hein, mais très souvent la prostituée au cinéma, soit ça va être vraiment la pauvre femme très vulnérable qui a vraiment besoin qu'un prince charmant vienne à son secours pour la sauver, voilà, qui est vraiment, elle va tomber amoureuse du premier client venu. Soit ça va être au contraire une femme extrêmement vulgaire, extrêmement, enfin vraiment abominable, quoi, qui est insupportable. Des clichés comme ça extrêmement forts, finalement sur des figures féminines qui reviennent tout le temps au cinéma, quoi. La prostituée, la mère, l'adolescente. C'est des clichés en fait qui reviennent régulièrement et qui, bah, alors effectivement, après c'est vrai que moi j'analyse plutôt des films, j'analyse pas beaucoup de films très récents. Donc les images ont changé, c'est vrai, de ces femmes-là. Mais en tout cas, durant des années et des années, ça a été toujours ces images, bah oui, très catégorisées de qu'est-ce qu'on attend de toi en tant que femme. Qu'est-ce qu'on attend de toi en tant que femme? Tu peux le voir au cinéma. Regarde elle comme elle est heureuse de faire la pâtée à son mari. Regarde celle-ci comme c'est une mère absolument formidable. Elle pleure pas, elle se plaint pas. Voilà, pas comme toi, quoi. Carrément. Et d'ailleurs, dans la vidéo, je te remercie d'avoir cité The Babadook, Mister Babadook, parce que c'est un personnage de mère, alors de mère de veuve pour le coup, mais que moi j'avais trouvé vraiment, dans les films récents, très intéressant. Et c'est un film fait par une femme d'ailleurs. Je pense que c'est pas complètement une Oui. coïncidence, mais. Est-ce que, je veux bien revenir sur ce que tu disais sur la légitimité de quel type de cinéma. Et toi, tu as vraiment ressenti, notamment avant de te dire je vais faire des vidéos sur YouTube, etc., le truc de te dire je suis peut-être plus légitime sur avec du cinéma d'horreur, du cinéma de genre, etc., que si tu avais fait des comédies romantiques ou des choses comme ça? Oui, oui, oui. Bah, clairement, en fait, bah déjà, je pense que comme la plupart des vidéastes, on a envie de parler de sujets qu'on maîtrise un minimum, parce que sinon, bon, bah, c'est compliqué. Donc déjà, il y avait ça. Et puis après, c'est vrai que bah, je crois, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'au moment où j'ai commencé à faire des vidéos, il y avait presque aucune femme qui parlait du cinéma d'horreur. Il y avait d'Hollywood qui en parlait un petit peu. Mais à part d'Hollywood, je crois qu'il y avait aucune femme qui parlait de cinéma d'horreur sur YouTube. Et je dis ça, c'était il y a 3 ans, hein. C'était il y a pas si longtemps. Et bah, c'était assez fou, quoi. Et j'avais bien envie, ouais, d'aborder un peu le sujet. Donc après, voilà, encore une fois, c'est vrai que je parle pas que d'horreur, mais c'est vrai que c'est quelque chose finalement qui me plaît beaucoup et que je maîtrise. Bah, j'en ai quand même parlé très régulièrement. Mais c'est vrai que, ouais, quand on arrive en tant que vidéaste pour donner son avis sur le sujet, bah, par exemple, mes premières recherches, je me rappelle, donc je faisais des recherches sur, par exemple, j'allais voir les analyses de tel film pour voir un peu ce qu'ils s'en disaient, et puis c'est des mecs qui font des analyses écrites, par exemple sur, j'en sais rien, un Sens Critique ou je ne sais quoi, enfin, c'est bon, pas les meilleurs sites de critique, quoi, mais et qui venait là et qui disait ouais dans le film d'horreur moi, ce que j'ai adoré c'est les nichons de tel personnage donc vraiment tu sens que quand même c'est un domaine qui est maîtrisé beaucoup par les hommes. J'allais voir aussi par exemple les conférences ou les choses comme ça qui avaient été dites. Donc, il y a Jean-Baptiste Torret qui parle beaucoup du cinéma d'horreur, Jean Douchet qui avait parlé aussi Hitchcock, De Palma, tout ça. Enfin, bref, c'est toujours énormément de critiques hommes en fait. C'est même que des critiques hommes, je crois. Je ne sais pas si j'ai déjà vu une conférence d'une femme parler du cinéma d'horreur, hein, horreur, juste ce genre-là. Et donc finalement, bah, et même les livres, par exemple les bouquins de cinéma écrits par une femme sur l'horreur.
c'est compliqué, quoi. Et c'est vrai qu'on se demande, en fait, finalement, pourquoi est-ce que c'est un genre que les hommes apprécient autant, alors que c'est un genre qui représente énormément de femmes comme personnages, beaucoup plus que dans les autres, dans le cinéma en général. Et voilà, après, on sait bien voilà pourquoi, parce que les femmes sont toujours représentées. Encore une fois, c'est la Vierge par rapport à celles qui sont vachement plus, voilà, l'archétype de la putain. Donc la putain, forcément, va mourir d'abord, évidemment, et la Vierge va rester jusqu'à la fin, donc la Final Girl, donc c'est vraiment la survivante, quoi, parce que elle a pas cédé aux tentations, elle a pas, voilà, elle est pas allée dans le péché, donc elle a survécu jusqu'à la fin. Et toutes les autres, elles sont de la chair, ouais, de la chair à pâté pour les tueurs. Voilà, elles courent en petite culotte. Bah, c'est dans Alien, il me semble que Ripley est en culotte pendant toute la moitié du film, enfin toute la fin du film. Euh, donc du coup, ouais, c'est vrai que ouais, c'est un genre qui est finalement qui est peu abordé par les femmes. Alors de plus en plus, hein, je me rends compte, voilà, là par exemple, rien que cette année, il y a énormément de femmes qui se sont lancées sur YouTube, de vidéastes femmes, et qui ont commencé à parler de cinéma d'horreur. Et je trouve ça absolument génial, mais c'est voilà, c'est vrai que c'était pas le cas avant, et je trouve ça absolument vraiment bien. Il y a Demoiselles d'horreur, il y a Welcome to Primetime Beach, il y a Laura Féjean, il y a 47. Enfin, la liste est super longue, mais c'est voilà, c'est vrai que elles arrivent maintenant. Et c'est vrai que quand j'ai commencé au début, bah, à part d'Hollywood, je crois que personne n'en parlait. Et c'est vrai que c'était quand même compliqué d'en parler parce que c'était vraiment un truc de mec, quoi. Avec le sang, forcément, le sang, les filles, elles ont perdu sang. Oui, puis vous êtes douce, donc la violence, tout ça, ça vous parle pas. Vous Exactement, n'êtes pas capable d'apprécier exactement. des bons coups de pierre tournés dans la tête de Jean-Claude Van Damme, toujours. Mais tu vois, ce que tu dis, ça me fait Évidemment. penser justement sur tu vois, Twilight ou 50 nuances degrés, ce genre de truc, et le fait, ce que ça va provoquer. En fait, comme quoi, en fait, là, tu me fais prendre conscience en plus par rapport à l'horreur, j'avais jamais vu ça, et en fait, oui, oui, tu as tout à fait raison. T'as le. T'as aussi la position justement dominante, et pourquoi d'ailleurs combien de vidéastes mecs sur internet sont des blancs de 30 ans, mecs avec une barbe, genre moi, et en fait on est tous des clones, tu vois, enfin genre on est quand même surreprésentés, même les lunettes on est très représentés, mais tu vois, genre en fait voir tous ces gens qui viennent de la culture geek, qui est un peu la culture qui est légitime sur internet. Alors la culture geek n'a pas toujours été légitime, bien entendu, hein. C'est une contre-culture à la base, on est d'accord, mais maintenant c'est comme la culture importante sur internet, dominante, et où justement t'as les films d'horreur, t'as les animes, t'as les films d'action, Ouais, ouais, etc. ouais. Et C'est beaucoup plus reconnu qu'avant. ouais, et c'est beaucoup eux qui crachaient sur Twilight, etc. Alors que c'est les mêmes qui vont te défendre que le Club Dorothée c'est le meilleur truc de tous les temps, que tel dessin animé de leur enfance est absolument fabuleux, alors que si tu le regardes c'est une merde infâme, mais parce qu'il y a un truc nostalgique, etc. Et d'ailleurs je pense qu'ils ont raison, hein, de défendre leur truc nostalgique, de dire oui bah écoutez vous trouvez que c'est de la merde, mais en fait c'était Oui, vachement oui, bien et ça nous a construit. Mais ils le laissent pas aux autres. Tu vois, ils laissent pas aux gamines qui regardent Twilight cette chance-là, quoi. Tu vois, de pouvoir dire. oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est même eux, tu vois, enfin, quand. Genre, ça a quand même été loin, que genre. Quand. Comment il s'appelle l'acteur de Twilight? J'ai oublié son nom. Robert Pattinson. Robert Pattinson. Quand ils ont dit c'est le nouveau Batman. Alors, dès qu'il y a attention, casting de Batman, c'est sacré. Ah ouais. Il s'est fait pourrir en mode ils ont pris le mec de Twilight, etc. Alors qu'il y avait quoi, 10 ans depuis Twilight, et que le type avait fait quasiment que du cinéma indé, il avait tourné pour Cronenberg, Ah ouais, ouais, ouais. etc. Et tout le monde était en mode ils ont pris le mec de Twilight. Enfin, vraiment, le mec est marqué à vie, et c'était terrible parce que leur Batman, et ça allait être le mec de Twilight, et c'était terrible et c'était inacceptable, tu vois. C'est vrai. C'est vrai, j'y avais pas pensé comme ça, mais maintenant que tu le dis, ouais, 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 c'est ça. Bah, de toute façon, ça, c'est à chaque fois les débats, dès que, voilà, l'héroïne, ça va être une héroïne pour Star Wars, mais quelle idée, un noir pour jouer James Bond, mais quelle idée. Enfin, tous les personnages qui considèrent de leur enfance, qui leur appartient, qui les ont toujours représentés parce que c'était des hommes blancs. D'ailleurs, le personnage pardon, de James Bond, au niveau sociologique, c'est super intéressant et en fait, il y a plein de... Enfin, je sais pas s'il y a plein d'analyses, mais il y a quand même beaucoup d'analyses sur James Bond. Qu'est-ce qu'il représente en fait? Il y a même... tu vois qui c'est Pablo Iglesias de Podemos en Oui, Espagne? oui, bien sûr, ouais. Il a dirigé en fait
un livre, enfin il a réuni en fait différents professeurs pour faire un livre qui s'appelle Quand les films votent, un truc comme ça, leçon de sciences sociales du cinéma. Ah, ça m'intéresse. On va Je le, connaissais pas on ça. va le traduire comme ça. Et il est en Espagne, enfin il est peut-être en français d'ailleurs. Mais alors c'est pas un film, c'est pas un livre passionnant, mais en fait ce qui est super intéressant, c'est que j'y ai pensé quand tu m'avais dit bah tiens on va parler de sociologie du cinéma sur Twitch. J'y ai pensé à ce livre parce qu'en fait c'est un livre où ils vont prendre en fait sur, c'est pour c'est pour initier disons les étudiants aux sciences sociales. Et donc en fait ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont prendre un film qui vont mettre en parallèle avec une notion de sciences sociales. Donc, par exemple, ils prennent Dogville et le libéralisme, Spartacus et la Révolution, Germinal, le mouvement ouvrier, je sais plus ce qu'il y a d'autre, Blade Runner et l'aliénation. Bref, il y a un paquet de films. Et c'est vrai que... euh, euh, ah, je me suis perdue dans ce que j'allais dire. Ah oui, non, pardon. Oui, et donc, du coup, il me semble qu'il y a un moment, il y a un chapitre, en fait, qui parle de James Bond et l'État. Et en fait qui va expliquer en fait que James Bond est une représentation de l'État, du gouvernement en soi, de qu'est-ce qu'il représente, qu'est-ce qui se passe quand il se retrouve dans un autre pays, est-ce que quel homme blanc des États-Unis il est, qu'est-ce qu'il va défendre, Alors, il est y a anglais, tout un truc attention. comme ça en fait. Ouais. Attention, faut le laisser aux Anglais celui-là. C'est pas les États-Unis, James Bond, c'est les Anglais. Je précise parce que Ah pardon. les Oh mon Anglais Dieu, vont je vais me péter un faire plomb massacrer. si on leur prend James Bond. Pardon. Ils y tiennent. C'est comme les diamants de la couronne, quoi. Pardon. Mais en gros, donc, il représente vraiment. Enfin, c'est une sorte d'archétype. Et donc, par exemple, il y a son évolution aussi dans l'histoire. Donc, c'est-à-dire qu'au début, il va avoir un peu d'humour, il va être sympa, quoi. Ouais, il fait des blagues. Enfin, c'est quand même un type avenant. Et puis, plus le temps passe, et puis il devient sombre, mystérieux. On rigole plus, quoi. Et en gros, c'est vrai que je me rappelle de ce moment-là où il devait y avoir un James Bond noir. Et ça avait été, mais impressionnant, quoi. La réaction qu'avaient eu les fans de James Bond, ça avait été, enfin, pas tous, j'imagine, mais en tout cas, voilà, c'était vraiment terrible qu'il y ait un noir qui joue James Bond. Il me semble que c'était Idris Elba qui devait le faire. Alors, Je me c'était une rappelle ru... et plus. alors, si je dis pas de bêtises, c'était une rumeur D'accord, assez infondée, en fait. d'accord. Qui avait, effectivement, tu as raison, créé un énorme débat là-dessus, quoi. Mais c'est clair que, enfin, c'était impressionnant parce que après il y a eu aussi, il me semble, une rumeur, enfin pas une rumeur, mais il y avait eu peut-être, oui, qu'il allait y avoir une femme, James Bond. Bon, enfin, en tout cas, admettons que ça reste un homme, juste le fait que ce soit pas un homme blanc, ça avait, là, tout de suite, ça allait plus du tout, quoi. Et c'est vrai que ça me faisait sens un peu avec ce qu'il disait dans le bouquin, que James Bond, c'est la représentation de l'État, qui représente un ordre, un certain ordre, euh, de certaines valeurs, certains trucs, et que, bah, finalement, il faut vraiment que ce soit toujours le même archétype de personnage et que les hommes blancs puissent toujours s'identifier à James Bond. C'est très important. Et, et je trouve que, ouais, c'était assez intéressant, ce truc. Ben oui, je suis d'accord. Et en fait, ces débats, moi, je les trouve intéressants, non pas parce qu'en général, c'est quand même la foire à la saucisse, c'est pas super intéressant. Les questions que ça pose, je trouve ça intéressant parce que pour moi, justement, dans le cas d'un James Bond, ce qui est intéressant, c'est en fait qu'est-ce que tu racontes. C'est-à-dire que James Bond, ça fait quand même un paquet d'années que ça existe. Donc, évidemment, il peut pas être immuable, en fait. À chaque génération, il représente un peu son époque. Et en fait, comment ton époque va traiter ce mythe-là, ça devient un mythe, en fait. C'est ça qui est intéressant. Alors après, c'est pas mettre un noir pour mettre un noir. Ça fait quoi de se dire, en fait, si là tout d'un coup Idris Elba c'est James Bond, en dehors du fait qu'en plus il a une espèce de classe britannique hyper adaptée à ce niveau-là, mais alors il se trouve qu'il est noir, bah dans 20 ans, on parlera juste du moment où en fait James Bond était noir, et en fait tout le monde s'en foutra. Ça aura pas changé grand-chose, en fait, ça aura été le Complètement, James ouais. Bond des années 2020, et qui aura raconté d'autres choses plus adaptées à l'époque. Évidemment que ça s'est produit dans les années 2020, parce que c'est des années où on faisait peut-être plus ça, où on expérimentait plus ce genre de choses. Enfin, en fait, ce qui est intéressant, c'est je trouve la question que ça pose que faire de ces personnages-là qui sont quasiment des mythes, en fait, et qui sont obligés de se renouveler en permanence, quoi. Tiens d'ailleurs, bonne question. Il est de quelle classe sociale, James Bond?
Ah, j'en ai aucun. Alors, je suis hyper nul en James Bond, moi, je sais pas du Ah tout. mais moi aussi, je viens de me poser la question justement si, vu qu'on parle sociologie, euh, de quel cas social il est issu, disons, parce que dans les films, il est clairement en costard en train de boire du martini, il me semble, Ouais. C'est un Bourge, ça dit. Il a un avec manoir des en voitures pas Écosse. possibles. Ouais. Mais c'est vrai qu'il fait Bourge, mais la bagnole, le martini, etc., c'est plus lié à son boulot que son riche C'est la héritier voiture de orphelin. fonction. Oui, c'est ça. Riche héritier orphelin, on dit, fils de propriétaire terrien écossais. Ah, il est Riche écossais du héritier coup? orphelin, bah comme Batman. Moi, j'avais été voir celui justement où on voit sa maison d'enfance dans les récents et j'avais rien compris. Donc, je veux pas dire de bêtises. Vieille noblesse. Ok, c'est globalement Batman. Ok, d'accord, très bien. Mais Batman, c'est hyper intéressant pour ça, quoi. C'est, enfin, justement, la sociologie en fait du personnage, c'est un des trucs je trouve hyper bien pour expliquer l'importance de la sociologie parce que Batman, justement, t'es obligé de parler du fait que c'est un PDG, quoi. Enfin, que c'est un héritier Ah mais moi d'une corporation. j'ai toujours détesté le personnage et j'ai jamais non plus vraiment réussi à aimer les films, même ceux de Burton qui sont adulés, etc. Enfin je les aime bien en soi, mais ceux de Nolan, je sais pas pourquoi je n'arrive pas à accrocher. En fait, j'ai jamais réussi à vraiment m'intéresser au personnage et il me semble aussi que c'est lequel autre qui a énormément d'argent, Iron Man, Ouais, Iron Man, ouais. il me semble. Et en fait, c'est marrant, c'est quelque chose pour le coup, mais j'ai jamais vraiment réussi à m'intéresser à eux, alors que peut-être que, ouais, alors c'est même pas parce qu'ils sont riches ou quoi, c'est peut-être tout simplement parce que bah finalement, je l'ai trouvé moins intéressant. Mais c'est vrai que ouais, quand on voit les Spider-Man de Sam Raimi, bah ouais, le mec c'est un adolescent, ça pourrait être moi. Enfin, c'est un mec, mais bon, tant pis, ça pourrait être moi quand même. C'est un adolescent un peu nul, enfin, je veux dire, qui est enfermé dans sa chambre avec son oncle et sa tante. Enfin, je me dis que, ouais, Spider-Man, moi, j'avais adoré, mais vraiment, hein. Enfin, pour le coup, ça, c'était vraiment des films. Quand ils étaient sortis, j'étais adolescente, il me semble, ceux de Sam Raimi, ou en fin d'adolescente. Enfin, ouais, je sais pas quand ils sont sortis, 2010? Non, avant Les Sam peut-être. Raimi Bon, un peu avant, ouais, peut-être 2005, 2003, je sais plus, le premier. ouais, si c'est 2003, ouais, non, j'étais adolescente. Mais c'est vrai que j'avais vraiment beaucoup aimé le personnage, quoi. Vraiment, le personnage, j'étais à fond avec lui. Et Batman, j'ai jamais réussi à être à fond avec lui. Et je sais pas si c'est parce que, justement, c'est c'est un riche, ou si parce que vraiment, je trouve, ouais, il a un comportement, je trouve, dans tous les films, assez insupportable, quoi. Mais alors 2001, on nous précise le premier. Ah oui, bah oui, ouais, non, Ah non, oui, bah oui, j'étais pas parce que les j'étais adolescente. effectivement les deux tours, bien vu Twisted Punk. Parce que il y avait eu cette histoire. En fait, ils avaient fait une bande-annonce et ils faisaient une toile d'araignée entre les deux tours du World Trade Center. Et ils l'avaient viré. Après, ils Ah, l'avaient viré. Et dans le film, oui, je oui, crois que tu oui. vois plus du tout les tours carrément. Mais ouais, et voilà, mais tu vois, justement, à la limite, moi j'aurais presque le truc. Moi j'adore Batman, mais j'aime pas quand c'est pas adressé. C'est-à-dire que, genre, où c'est traité comme. C'est pas important le fait qu'il soit ultra riche. Et alors que si, c'est juste vachement important. Et je trouve que plus les films vont, plus ils se sentent obligés de. Alors j'ai pas vu Justice League et tout, mais les solos de Batman, tu vois, on en avait parlé dans les vidéos, mais je trouve que les Nolan, c'est impressionnant comment tu vois l'époque évoluer et comment tu vois les sujets qu'il est obligé d'aborder en fait. Parce que alors, dès le premier, ils abordent le fait qu'ils lui font quand même la réflexion que, mec, t'es super vénère parce qu'il y a un mec qui a tué tes parents parce qu'il voulait lui piquer des trucs, mais en fait, regarde la situation sociale de ta ville. C'est à cause de ça qu'il y a un mec qui a tué tes parents. Enfin, t'as cette Ouais, ouais, ouais. réflexion-là, et en fait, en gros, pour lui expliquer, tu sais pas en tapant dessus que tu vas résoudre quoi que ce soit. Dans le deuxième film, t'as carrément tout le truc autour t'as tout un truc sur la surveillance d'État et le post-Patriot Act. Et dans le 3, les méchants, c'est Occupy Wall Street, quoi. Et t'as tout un discours sur la haine des riches, etc. Et ça, je trouve ça Bah, intéressant. faudrait que je les revoie. Faudrait que je les revoie parce que moi, c'est vrai que je les ai vus, je sais pas si à leur sortie, mais je les ai vus il y a un moment. Et ouais, j'avais pas du tout accroché. Bah, après, bon, c'est aussi parce que je suis pas très Batman, je suis pas très, j'ai jamais été trop fan. Et voilà, bon, il y avait un joli casting et tout, donc du coup, bon, mais ouais, j'avais pas aimé le personnage, j'avais pas aimé. Mais je devrais peut-être les revoir parce que je me rappelle pas effectivement du contexte du film, je me rappelais pas des discours derrière. Enfin, c'est vrai que, ouais, j'ai un peu passé à la trappe peut-être.
Alors oui, je précise parce que les gens font la réflexion sur le chat, effectivement, par contre, c'est giga de droite. Mais, enfin, genre, mais j'en ai déjà parlé de ça, mais oui, effectivement, je suis du côté de Bane, moi, je suis du côté du méchant dans le Batman. Je préfère Bale, beaucoup le c'est méchant. celui qui a une sorte de muselière? Ouais, c'est ça, c'est Tom Hardy. Et c'est Occupy Wall Street. C'est, euh, c'est, euh, D'accord. il a un discours. Ah, ça, je sais pas si je l'ai vu. Et voilà, mais c'est marrant. Mais après, moi, il m'insupporte. Autant j'aime bien celui avec le Joker, voilà, pour préciser ça. Je trouve que celui avec le Joker est vraiment bien. Mais celui avec Bane, Ouais. en fait, c'est drôle tellement en fait, c'est vraiment, ils se sentent obligés d'aborder le sujet. Mais pas pour arriver à la conclusion que peut-être c'est un problème qu'il soit super riche, quoi. C'est pour arriver à la conclusion que c'est vraiment on comprend votre colère, mais est-ce que ça ne va pas un peu trop loin? Comme disait Pujadas aux ouvriers de Continental, c'est vraiment ça le discours du film, quoi. Oui. C'est et à la fin, il Mais n'y a rien il me qui semble que change, toi, quoi. t'avais analysé dans une vidéo La haine des riches le Joker, enfin le film Joker. Oui, oui, carrément. Ouais, il y avait... Oui, alors, mais le film Joker, justement, ça m'a trop fait rire, parce que c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est le film qui fait l'étape d'après, c'est-à-dire de se mettre du côté du méchant, sur des questions sociales et de montrer que alors bon c'est pas Batman dans le film parce que c'est une préquelle donc c'est son père mais c'est complètement une espèce d'énorme merde son père dans le film il est vraiment insupportable et tout est fait c'est pas un film très subtil hein, Joker tout est fait pour qu'il soit insupportable alors que Bruce Wayne Nolan en était resté à ah oui, je suis peut-être un peu insupportable avec ma richesse, mais tout de même, poser des bombes, c'est quand même pas très gentil. Euh, tu vois, mais c'est marrant parce que quand tu vois l'évolution de ces thématiques-là dans ces films-là, justement, quoi. Ils peuvent plus. Mais tu sais, Bah ouais. comme les stars peuvent plus faire des chansons nulles pour le confinement, pour dire on est tous ensemble, sans que ça énerve tout le monde. Et ça, c'est un truc récent, en fait. Il y a 10 ans, ils l'auraient fait, tout le monde aurait été là, qu'est-ce qu'ils sont mignons, et tout. Et tu vois, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une On aurait acheté évolution. l'album des Enfoirés. Oui, voilà, exactement. Et là, maintenant, dès qu'ils sortent un truc, ils se font défoncer, en fait. Et ils comprennent pas. Mais Quand on revient à complètement. la discussion du début, et ils comprennent pas, ils sont là, mais je comprends pas, on était gentils, on est tous dans cette même galère. Et en fait, les gens sont là, non, on n'est pas dans la même galère. Enfin, ta galère à toi, on la voit, elle est juste derrière dans le champ, là. On n'a pas la même, quoi. Mais pour parler, peut-être que je dévie beaucoup, mais pour Ah, mais parler fais aussi d'un donc. truc encore plus récent et qui aussi est assez flagrant, je trouve. Alors, j'ai pas pu trop suivre ce qu'en disaient les médias, donc, mais je crains un peu de savoir ce qu'ils en disent. Mais cette infirmière qui aurait lancé des pierres sur les flics et qui se serait retrouvée en garde à vue 24 heures, Oui, oui, c'est quoi son prénom? Farida, Farida, c'est ça? Oui, oui, oui. ouais. Par exemple, alors après voilà, c'est forcément parce que en fait j'ai presque rien écouté de la télévision et tout ça, donc à mon avis ils ont dit des choses abominables. Mais mais en tout cas voilà, pour avoir vu un peu sur les réseaux sociaux, j'ai eu l'impression, mais voilà encore une fois c'est peut-être une impression de ce que j'ai envie de voir plus que la réalité, mais j'ai eu l'impression que quand même, comme c'était une infirmière, là ça devenait complètement différent quoi. C'est-à-dire que n'importe qui aurait jeté des pierres. Ah, oh, comment ça, mon Dieu, s'attaquer à des policiers qui sont surblindés qui ont une armure pas possible en lui jetant une pierre, c'est terrible. Mais par contre, voilà, comme ça a été une infirmière, j'ai eu l'impression, bon, voilà, encore une fois, c'est peut-être biaisé, mais que les gens, d'un coup, il y avait un changement. Bah, comme tu disais, en fait, on avait avant, voilà, les grandes stars qui allaient faire des chansons en soutien au personnel soignant, c'était touchant, etc. Maintenant, on ne supporte plus. Et c'est vrai que là, j'ai l'impression aussi, par rapport toujours au personnel soignant, que quand même, les gens, ils sont clairement au courant qu'il y a un énorme problème et que la colère des soignants est ultra légitime. Et que là, pour le coup, normalement, quand on entend que quelqu'un lance une pierre sur les flics, c'est la fin du monde. Alors tout de suite, c'est terrible. Et là, d'un coup, j'ai l'impression que quand même, bah là non, là c'est différent quoi. Là, bah non, c'est quand même une personne qui a travaillé pour sauver nos vies, etc. Et du coup, que l'opinion, quand je dis l'opinion publique, voilà, encore une fois, j'ai pas vu la télévision, à mon avis, ils ont été abominables, mais, euh, mais disons en tout cas ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, les gens qui condamnaient toujours voilà, l'extrême gauche, les black blocs, d'un coup, ça devenait vachement compliqué de condamner cette femme qui avait participé à sauver nos vies
et tu comprenais parfaitement qu'elle avait jeté une pierre. Et des gens qui normalement ne comprennent pas qu'on jette une pierre, là pour le coup, les gens commencent à se dire, ouais, là c'est compréhensible, quoi. Oui, alors effectivement, il y a des gens sur le chat, vous avez raison, qui précisent qu'elle s'en est pris plein. Enfin, il y a eu un gros backlash sur elle du fait. Sérieux? Ouais, mais parce que Oh, ça en fait, m'étonne pas, mais c'est en deux temps, abominable. c'est-à-dire que c'est l'arrestation qui a d'abord choqué, et ensuite le fait qu'on ait vu l'image où elle jette une pierre a permis à d'autres de dire que ah mais voyez elle avait jeté une pierre là là c'est terrible affreux mais ça n'empêche que je pense que tu as raison, c'est que ça a quand même créé une réaction qui n'aurait pas été la même si elle n'avait pas été une infirmière. Et si elle n'avait pas été en blouse, et si c'était pas à cette manif-là, etc., ou que c'était juste une black bloc, etc. Ils ont essayé de faire croire qu'elle n'était pas infirmière d'ailleurs aussi, ce qui a été démenti Ah depuis. putain, ah ouais, d'accord. Mais en fait, oui, il y a eu backlash, mais la résistance à ce backlash a été effectivement plus forte du fait de cette image-là. Et d'ailleurs, tous les petits malins pseudo-alt-right, etc., qui se touchent sur le Joker et qui après vont aller cracher sur une infirmière qui jette des pierres, remater le Oui. film peut-être. Enfin, genre, là, enfin, pour moi, dans le genre, en fait, vous avez zéro crédibilité. Arrêtez, quoi. Enfin, genre, c'est pas possible. Vous pouvez pas faire les deux. C'est pas possible. Là, vous avez typiquement exactement le truc de quelqu'un qui pète un plomb. Alors, évidemment, c'est très différent du Joker. Mais il y a le problème de la santé, en fait, qui est posé. De à quel Ouais. point le milieu de la santé est en train de péter Visée un plomb. sociale. Voilà. Oui, c'est le Joker. Tous les gens qui ont des Jokers en PP et parce que formidable, etc. Le film et qui derrière vont aller cracher sur cette meuf. Vous avez pas trop compris où c'en était quoi. Comment les gens pètent les plombs dans le système de santé, etc. quoi. Enfin, tu vois, il y a vraiment un truc. Mais Et je suis complètement. d'accord avec toi, justement, symboliquement, le fait que ce soit une blouse blanche qui fasse ça et pas. Parce que les Black Blocs, on connaît, on a l'habitude. Mais là c'était vraiment. Symboliquement, oui, il y a quelque chose Bah, les Black Blocs, ils ont toujours été ouais, ultra condamnés. Et, euh, et c'est clair qu'il y a eu. Bon, du coup, je dévie complètement du cinéma. Je suis- C'est pas grave. Mais pour moi, c'est lié en fait l'analyse aussi Enfin, les images réelles ont aussi un sens symbolique en fait. Donc Oui, mais ça me va très bien que complètement. tu ailles là-dessus. Y a pas de souci. Non, mais enfin, en tout cas, enfin, très rapidement, c'est vrai que il y a tout un. Là, en ce moment, il y a énormément de choses qui, en fait, non, c'est un peu lié au ciné aussi. Par rapport au truc de autant n'emporte le vent. Alors, j'ai pas tout suivi non plus, donc voilà. Mais les statues, par exemple, le truc des statues, bon, il y a un moment, au mois d'octobre, il y a eu un énorme mouvement social au Chili, très très fort, et auquel j'ai eu la chance de faire partie, duquel j'ai eu la chance de faire partie, et où toutes les statues, enfin pas toutes les statues, mais la plupart des statues des colonisateurs ont été enlevées, ont été arrachées, ont été déboulonnées, comme dit notre président. Et puis toutes les statues de donc les colonisateurs et puis le Chili aussi a été, je pense que vous le savez, mais ça a été une dictature extrêmement forte dans les années 70 jusqu'aux années 90, la dictature de Pinochet, donc où aussi il y avait en fait énormément de militaires qui avaient été érigés en héros de la nation. Et donc, du coup, ils ont commencé à retirer toutes ces statues, voilà, les manifestants. Et donc, les fameux Black Blocs, en fait, qui sont peu à peu devenus, aux yeux de la population, des héros, en fait. Et d'ailleurs, justement, pour aller contre l'image que donnaient les médias de ces Black Blocs, en fait, il y avait sur les réseaux sociaux beaucoup d'images qui circulaient en fait, on les appelle les encapuchados, donc les encapuchonnés, parce qu'ils ont une cagoule, quoi, et en fait qui distribuait des soupes populaires, qui protégeait les gens des gaz lacrymogènes, etc. Enfin bref, il y a eu en fait tout un changement de vision finalement et qui peut-être, je l'espère vraiment, ça va se passer en France en fait, qu'on arrête de voir le casseur, le black bloc, etc. comme quelqu'un qui vraiment n'a aucune notion de politique et veut tout casser, mais comme quelqu'un qui fait partie du peuple, qui effectivement va déboulonner des statues parce que les statues, c'est quand même symboliquement quelque chose d'extrêmement. C'est quand même glorifier quelqu'un, quoi. Donc, qui est-ce qu'on veut glorifier dans nos villes? Qui est-ce qu'on veut voir tout dans nos rues? Et puis qui finalement bah, vont être là à soutenir
comme ils le peuvent, le peuple, et en faisant je ne sais combien d'actions. Voilà, après, voilà, c'est un autre débat en France, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'avais l'impression que il y avait peut-être, par cette infirmière qui jette une pierre, le début d'une réflexion sur la violence légitime, comment on se défend, et peut-être, voilà, certaines personnes en tout cas qui auraient condamné totalement ce geste si ça avait été quelqu'un d'autre, comprennent ce geste. Et effectivement, c'est difficile de ne pas le comprendre, quoi. Après ce qu'a vécu cette femme durant le coronavirus, et d'ailleurs, je crois, elle a elle-même été contaminée par le coronavirus. Elle a plus de 50 ans, mère de famille, etc. Donc, il y a un moment donné où, bah oui, c'est compliqué de la condamner, quoi. Et du coup, voilà, ça me fend le cœur, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, mais ça me fend le cœur qu'apparemment, voilà, les médias les détruisent comme ça, alors que bon, elle a quand même été vachement courageuse, quoi. D'autant que la question, c'est pas juste les Black Blocs, c'est que elle l'a fait. Alors, on n'a pas le contexte de ce qui s'est passé, est-ce que s'est fait gazer avant, on sait rien. Enfin, voilà, on sait pas trop, on ne connaît pas exactement sa vie, j'imagine. Donc, je vais pas faire de psychologie de comptoir sur quoi, mais manifestement, elle était très énervée. Et manifestement, elle était très énervée dans une manifestation pour défendre la santé. Et peut-être que justement, en fait, plus la répression sera dure et plus moins il y aura de réponses en face. Peut-être que justement, des gens qu'on qualifiera de black bloc, comme si c'était des gens dont c'était le métier et que c'était toujours les mêmes, etc., en fait, la prochaine fois, ça sera peut-être justement des infirmières qui, pour pas se faire gauler, mettront une cagoule et on dira que c'est des black blocs. Enfin, tu vois, c'est comme les gilets jaunes. Enfin, au début, c'était on disait, ah là là, c'est la France périphérique et c'est des braves gens qui sont jamais... qui ont jamais rien Ah ben, cassé, qui ont c'était jamais presque manifesté. méprisant d'ailleurs au début. Ah oui, oui, Les carrément. gilets jaunes, je me rappelle la première semaine, c'était ouais, il y a trois pauvres pélos qui vont mettre un gilet jaune autour des ronds-points. Qu'est-ce que c'est drôle, quoi. Au début, c'était d'un mépris. Ah oui, oui, c'était la majorité silencieuse, les braves gens, etc. Et en fait, et en plus, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens et une partie de la violence, je pense, s'explique par le fait qu'en fait, t'as jamais manifesté, t'as tout le temps fermé ta gueule, t'as joué le jeu, et là, t'arrives en manif et tu te fais éclater. Enfin, voilà, on va pas Bah rappeler ouais. l'histoire du boxeur, enfin, il y a plein de symboles comme ça, mais c'est... En fait, je suis d'accord avec toi, si la réflexion sur la qualification de la violence sans manifestation, etc., c'est que il y a des casseurs, il y a des casseurs, et il y a des pas casseurs, c'est pas très bien comprendre ce qui se passe, en fait. C'est sans parler de qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il faut pas faire en manifestation, mais c'est évacuer complètement justement les explications sociologiques et les mouvements qui sont en train de se faire dans la société. Alors le Chili et la France c'est très Et très puis différent bien évidemment, mais considérer que les casseurs n'ont aucune opinion politique. Alors peut-être que s'il y en a un sur les 10 qui en ont pas, il y a ok. Mais voilà, je trouve que c'est toujours les casseurs, les black blocs, ils ont aucune opinion politique, ils font ça pour faire ça, quoi. Alors que c'est complètement faux. C'est complètement faux. Et même si peut-être que dans la foulée, dans le groupe, il y en aura un qui va suivre le mouvement et qui va le faire parce que, bah, merde, ça fait du bien de jeter un caillou. Mais en soi, bah, non, ça c'est complètement faux. La plupart, ils savent très bien pourquoi ils sont là. Ils sont venus pour ça. Ça fait longtemps qu'ils y réfléchissent et ça fait longtemps que ils auraient peut-être voulu qu'il y ait d'autres euh, pour arriver à changer la société, mais que finalement, il n'y en a peut-être pas d'autres. Et moi, cette dépolitisation, en fait, permanente des casseurs, et des black blocs, etc., je trouve que c'est vraiment, enfin, c'est terrible parce que finalement, oui, quand on écoute la télévision, la radio, euh, moi, je vois par exemple, bah, du coup, oui, pour raconter un peu ma vie, du coup, 36-15, moi aussi. vas-y, vas-y. Du coup, oui, en fait, je vivais au Chili toutes ces dernières années, pendant un bon moment. Et je viens de rentrer en fait vivre en France, donc je suis revenue vivre sur Lyon. Et donc du coup, comme j'ai pas d'appartement ni rien, j'ai dû retourner vivre chez mon père. Et mon père, c'est alors vraiment le cliché du gilet jaune entre guillemets. Et mon père, le matin, il écoute les grandes gueules, quoi. Et je me tape les grandes gueules quand même tous les matins. Ou si c'est pas les grandes gueules, c'est BFM, quoi. Et donc du coup, j'ai bouffé de ça en retournant vivre chez lui de façon impressionnante. Il y a même plus Et Anas c'est clair Kazib que en plus du coup dans les comment? il y a même plus Anas Kazib dans les grandes gueules. Je sais même pas qui c'est. C'est Ah oui, un mec celui de de cheminot. oui, un Le cheminot cheminot. je sais pas s'il est à Sud ou à la CGT, mais il doit être proche NPA, etc. Ouais, ouais, Enfin, ouais. mais il y est plus. Pardon, excuse-moi, c'était Oui, pour la oui. petite mention de Anas. Non, non, mais
Non, non, mais complètement. Mais c'est vrai que finalement, donc après, voilà, j'ai de la chance. Mon père, il est quand même assez intelligent pour avoir du recul sur toutes ces choses-là, etc. Mais ça n'empêche que le matin, on écoute ça ensemble, etc. Et je vois les discours qui sont retransmis par rapport à, enfin, sur RMC, sur BFM, etc. Et il y a toujours ce discours que la gauche, l'extrême gauche ou la gauche radicale, je préfère ce mot-là, la gauche radicale n'a pas d'idée, quoi. C'est juste, elle veut juste tout détruire et tuer Macron. Et il y a pas d'idée derrière. Et ça, je trouve que c'est insupportable. Il n'y a jamais, jamais une personne de gauche radicale, justement, qui va venir pouvoir en parler vraiment, enfin, va pouvoir exposer ses idées, etc. C'est quand même ultra impressionnant. Alors, je suis désolée, du coup, je suis complètement déviée. On était parti pour parler de la sociologie du cinéma. Non, mais il n'y a Mais pas de comme souci. De toute voilà, façon, je on est sur la fin, redécouvre il les reste 10 médias, minutes. Mais... Oui, oui, bah je oui, oui. redécouvre les médias français, c'est vrai que ouais, je suis assez marquée quand même Ah, ça a coupé, par tous attends. les Ah non, discours. c'est bon, c'est chez moi. C'est chez moi. Pas de souci. Oui, alors après, il y a aussi, on peut pas blâmer que les médias, il y a aussi la logique de dire justement on n'y va pas, c'est des guet-apens, c'est pas comme ça qu'on débat. Enfin, t'as aussi, tu vois, Bourdieu était un peu comme ça, déjà, il avait un peu lancé la mouvance, tu vois, Lordon, il veut pas aller faire du grande gueule. Tu vois, ça lui va pas. Alors, ouais, mais on en a déjà parlé justement en parlant de Anas ici sur le live, sur le fait que Anas, au grande gueule, il savait faire du grande gueule. Alors, il faisait du grande gueule de gauche, mais il sait faire ça. Il sait voilà, monter le ton, etc. Mais je comprends aussi que tu vois, un intellectuel qui justement pourrait expliquer, bah écoutez, on devrait pouvoir faire ça, on devrait pouvoir faire ça, etc. On a des propositions. Ils veulent pas y aller sur un truc où il va se faire couper toutes les 10 minutes par des gens de valeurs actuelles, quoi. En fait, toutes les 10 secondes Ouais. par Elisabeth Lévy ou tu vois, enfin, il y a aussi ce truc-là de est-ce qu'il faut laisser ce terrain-là ou pas, en fait. Ça, je n'ai pas d'avis hein, là-dessus. Je précise juste le débat, mais Ouais, ouais, non, complètement. Mais c'est vrai que ouais, moi je suis assez impressionnée quand même des discours que voilà que j'avais un peu zappé entre guillemets et maintenant je me replonge vraiment voilà dans la télévision, la radio, tout tout ce qui se dit en fait, tous les invités, etc. Et ouais, c'est assez impressionnant quand même. Et par rapport ouais, par rapport aux policiers la dernière, c'est très inquiétant, c'est ultra inquiétant. C'est vraiment ils ont tous les droits quoi. oui, dans le discours On va médiatique, il y peut-être a. revenir Oui, oui, bon là, au c'est vrai qu'on cinéma on pour les dévie, 10 on minutes dévie, qui nous mais restent. 10 Je suis minutes de désolée cinéma. d'avoir Alors attends, est-ce que j'ai. autant Non, non, mais t'as dévié. raison, je t'ai dit, les digressions étaient tout à fait acceptées, voire encouragées, donc il n'y a pas de souci. Bon, bah tant mieux. Sur les 10 dernières minutes. Oui, alors si, à la limite, on peut parler d'un truc. Tu me disais que tu voulais. En fait, à la base, tu voulais faire une vidéo sur la sociologie du cinéma. Ouais. Parce qu'en fait, tu fais déjà de la sociologie du cinéma sur ta chaîne. Tu voudrais faire une vidéo sur générale sur l'idée de sociologie du cinéma? Bah en fait, comme ce que je te disais, en fait, ce que je fais sur ma chaîne, finalement, est-ce que c'est peut-être pas de la sociologie, voilà, au sens strict. C'est se servir de sociologie pour finalement parler d'idéologie, de sémiologie, donc l'étude des signes, voilà, d'analyse d'un film. Mais après, voilà, est-ce que c'est vraiment, vraiment de la sociologie? Bon, je ne saurais pas trop dire. Mais bah, j'étais en train de penser d'ailleurs, mais voilà, faudrait que je mette ça en place. Mais je pensais pourquoi pas à un format sur Twitch que bon, je ne connais pas du tout, mais voilà, faudrait que je m'initie, où en fait on analyserait un film sociologiquement, mais vraiment voilà avec les données effectivement de voilà qui est le personnage, d'où il vient, qu'est-ce qu'il représente, comment il est habillé, voilà un truc du genre. Bon, je sais pas si ce sera intéressant, mais en tout cas c'est un truc auquel je réfléchis en ce Ah, si, moment. si, si, si. Je soutiens la démarche à fond. Mais non, ouais, en fait, je pensais faire une vidéo sur la sociologie du cinéma. Bah, en fait, il y a genre environ un an, j'avais commencé à écrire là-dessus, et puis j'ai pas terminé, en fait, mais pourquoi pas y revenir. Et ouais, c'était ça, en fait, c'était aussi parler, bah ouais, des films sociologiques, donc, qui sont réalisés par des sociologues, et puis aussi bah, des enquêtes qui sont réalisées par des cinéastes. Donc voilà, quand les cinéastes font un peu de sociologie, entre guillemets, donc j'avais vu quelqu'un dans le chat qui disait par exemple quand j'avais pris l'exemple
des films Le Joli Mai et puis Enquête sur la sexualité, quelqu'un qui avait dit ouais non ça c'était pas sociologique, c'était du micro-trottoir. Et c'est vrai, c'est du micro-trottoir, c'est vraiment ils vont à la rencontre des gens dans la rue pour leur demander, pour leur poser des questions. Et c'est vrai que c'est du micro-trottoir, mais en même temps, je pense que c'est ce qui se rapproche le plus peut-être d'une enquête sociologique faite par des vidéastes, si je peux dire ça comme ça. Après, il y a plein d'autres choses. Il y a par exemple, je sais pas si vous connaissez 24 portraits d'Alain Cavalier. En fait, je crois que ça a été fait dans les années 90. C'est une série de courts-métrages qui sont faits en fait sur des travailleuses. Donc en fait, il va interviewer des travailleuses sur leur lieu de travail, qui sont souvent aussi mères de famille, etc. Et en gros, qui va plus ou moins étudier oui, leur comportement, leur discours. Et c'est vachement intéressant cette série. Je crois qu'il y a quelques épisodes sur YouTube. Et en soi, c'est une manière aussi ouais, d'avoir une sorte ouais, de témoignage sociologique d'une époque, peut-être, d'un métier. Voilà, après la sociologie, c'est quand même une science qui a beaucoup de sens différents. Comme on le disait, hein, par rapport au cinéma, ça représente beaucoup de choses. C'est l'étude des publics, l'étude de l'industrie, l'étude des films. Il y a énormément de choses et c'est compliqué de définir ce que ce serait la sociologie du cinéma. Mais à mon avis, il y a beaucoup de pistes qui sont intéressantes. Et ouais, peut-être principalement par rapport au public des cinémas, à qui le cinéma s'adresse finalement, qu'est-ce qu'un film va montrer et qu'est-ce qu'il choisit de ne pas montrer aussi, des sujets qu'il ne veut pas aborder. Par exemple, le monde du travail. Dans les films états-uniens, on parle pas beaucoup du monde du travail finalement. Donc il y a des réalisateurs, mais alors, pas états-uniens, mais donc, il va y avoir, je sais pas, Ken Loach par exemple, qui va parler du monde du travail. Euh, il va y avoir comme ça quelques réalisateurs, mais de niche, quoi, qui vont en parler. Mais ouais, je pense que c'est assez intéressant finalement de voir un peu ce qu'est la sociologie du cinéma, mais c'est très très large. Bah carrément, c'est très 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 bonne démarche, effectivement. Et d'ailleurs, alors, parce que là tu parles de choses qui tiennent aussi un peu du documentaire. Alors Ah c'est oui, vraiment parce qu'on n'a complètement. pas beaucoup de temps. Il y a quelqu'un qui disait qu'on pourrait faire la sociologie justement de la police dans les films. Mais alors là, on n'a que 4 minutes, donc je lance absolument pas le sujet parce que c'est hyper intéressant. Ça parle de The Wire aussi, évidemment, très bien. Ça c'est sociologique à fond. Mais on va pas, je lance pas là-dessus, mais parce que c'est vraiment, ça serait trop trop riche. C'est très intéressant à faire. Mais par contre, alors petite question un petit peu, alors peut-être qu'il y a des gens s'en foutent, mais je la pose à chaque fois qu'on vient un peu sur ces sujets-là. Est-ce que tu dois connaître les reportages de striptease? Oui. Oui. Et qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est vaste débat, et je crois que c'est la troisième fois qu'on en Euh, parle ici. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que, en fait, comme beaucoup de gens, je les aime beaucoup, j'ai beaucoup de plaisir à les regarder, mais je sais qu'ils ont souvent été faits dans une démarche un peu euh, goguenard, quoi. Enfin, on se fout un peu de la gueule des gens qu'on filme. En fait, je pense que moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Mais le dernier épisode qu'ils ont fait, très connu, je me rappelle plus du tout comment il s'appelle. Si quelqu'un se rappelle du dernier épisode de Striptease, très connu sur une famille de campagnards qui vont payer une jeune femme de Roumanie pour qu'elle ait des relations sexuelles avec leur fils, qui est lui-même handicapé. Enfin, c'est vraiment un cocktail de souffrance sociale absolument terrible. Et il y a eu beaucoup de polémiques, je crois, par rapport à cet épisode. C'est vrai que moi, l'épisode, il m'a vraiment profondément marqué parce que finalement, euh, tout le monde dans l'histoire est un peu abominable et en même temps, tout le monde euh, n'a pas d'autre choix. Disons que c'est un peu compliqué. C'est vrai que si on n'a pas vu l'épisode, c'est un peu complexe. Mais il y avait eu beaucoup de polémiques en fait parce qu'il disait que c'était en fait, il donnait une image de cette famille campagnarde française terrible en fait, de gens qui font appel à la prostitution, qui profitent d'une jeune fille qui vient de Roumanie, qui n'a aucune autre solution que de coucher avec leur fils handicapé mental. Alors que en fait, cette famille, même si c'est affreux, hein, leur plan entre guillemets, mais cette famille, tu sens quand tu vois le reportage que vraiment elle se rend pas compte du tout, pas une seconde, que ce qu'ils font est mauvais. Et en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est voir leur fils heureux.
Alors, mais c'est abominable, hein, cette jeune fille qui arrive de Roumanie, extrêmement jeune, qui a pas d'autre choix qu'être avec eux. Enfin, tout est affreux, tout est, tout est abominable. Et il me semble que ouais, j'avais été dérangée en fait par cet épisode très intéressant et en même temps, quand tu sais tout ce qu'il y a derrière, bah, est-ce que ça valait le coup de faire un documentaire dessus? Alors peut-être, hein, à la fois comme ça, on peut analyser un peu la situation, mais en même temps, ouais, c'est terrible en fait. C'est assez terrible et donc oui, j'aime beaucoup les épisodes de striptease et en même temps, je sais que parfois il y a un peu un regard pervers, enfin voyeur, peut-être un peu trop voyeur, on se moque, qui me dérange un peu. Je pense Ok, comme la d'accord. plupart des gens. C'est un peu, je pose la question parce que c'est presque un mini sondage. On avait parlé avec Alt, on en avait parlé, je sais plus, avec d'autres gens de ça. Et Berger recherche bergère désespérément. Quelqu'un a trouvé le titre. c'est celui-là? Ok, d'accord. Ouais, il est marquant. Je crois qu'il dure 1 heure et il est très fort. Ok. Ben, je te remercie pour ton retour là-dessus. C'était un peu hors sujet, mais comme tu parlais de trucs un peu documentaires, c'est un peu Ouais, ouais, non, ma mais les question gimmick. documentaires et la sociologie, ça va vraiment de pair. Hmm. Je vais pas rebondir dessus, du coup, relancer une discussion là-dessus, mais je suis content d'avoir ton, ton point de vue là-dessus. En tout cas, je te remercie d'être venu. Est-ce que t'as un truc à dire est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Bah, pas particulièrement. Désolée d'être un peu partie dans tous les sens, Ah non, mais c'est donné fait pour. un peu, enfin, un peu analyse de comptoir. Mais bah non, bah, c'était super cool en tout cas. Bah, merci beaucoup à tout le monde et puis Franchement, merci beaucoup à toi pour l'invitation. il n'y a pas de souci. Mais on est là pour discuter sur Twitch, c'est très libre, c'est à la cool. Et même en étant à la cool et un peu comptoir, genre, voilà, on est quand même. C'est quand même pas les grandes gueules, donc enfin, genre, moi je pense qu'il faut pas trop s'en vouloir. Je pense qu'on a le droit de discuter nous aussi. Donc très très bien. Ben, merci à toi d'avoir pris le temps pour ça. Évidemment, je vous conseille la chaîne, c'est Vidéodrome sur YouTube. Et d'ailleurs, quand on tape Vidéodrome sur YouTube, on a ta chaîne qui est proposée parce qu'au début, C'est vrai? je me suis dit très très mauvaise idée d'avoir mis le nom d'un film Ah oui, pour le complètement. référencement. Et en fait, ça marche. Ça marche. Vous pouvez taper Vidéodrome sur YouTube. Normalement, vous avez la Ah chaîne bah qui dis. pop en haut. Donc, donc il n'y a pas de souci. Merci aux gens aussi d'avoir participé. C'est très gentil de votre part. Et tu reviens quand tu. Alors, à chaque fois, je dis aux gens, tu reviens quand tu veux. Mais comme je sais pas ce que je vais faire à la rentrée, je ne peux pas te promettre. Mais en tout cas, c'était très sympa de t'avoir C'est ici. l'intention qui compte. Ouais, carrément.